fondamentaux, il faut qu'on ait une masse de glace sédimentaire. Et puis le deuxième élément fondamental, c'est le fluage et la déformation. En gros, c'est le mouvement. Donc le premier élément, la glace sédimentaire, ça veut dire que les glaciers, ce n'est pas une masse d'eau liquide qui d'un coup, parce qu'il fait froid, se transforme en glace. C'est une masse de neige qui va s'accumuler dans les plus hauts secteurs de la planète. Donc ici, on est dans l'Oberland bernois, par exemple. Donc ici, en fait, les conditions annuelles font qu'il n'y a pas l'intégralité de la neige qui va tomber pendant l'hiver qui va pouvoir fondre pendant l'été. Et donc, on est dans les endroits qu'on appelle les neiges éternelles sur Terre. Et donc, la neige va être complètement fondue l'année d'après quand la nouvelle neige va arriver et ainsi de suite. Et peu à peu, ce processus de compaction va nous densifier la neige et faire qu'elle se transforme en glace hyper dure. Voilà. Et cette glace, elle a un comportement qui est visqueux, en fait. C'est un petit peu comme je dis souvent, c'est un peu comme du miel qui s'écoulerait comme ça à la surface de la planète, sauf que c'est à l'échelle du temps géologique. Donc, des fois, on voit les glaciers bouger et on se rend compte qu'il y a des processus qui sont actifs comme ça sur Terre en haute montagne, mais des fois, ce mouvement, il est très lent et on n'arrive pas forcément à le voir. Donc, un glacier, par essence, il a deux zones toujours. Il a une zone en amont qu'on appelle la zone d'accumulation. Je vous ai mis une petite figure là qui est une vue de profil, de coupe. Donc, on a une zone d'accumulation. En fait, vous avez compris, c'est la fabrique de la glace. Et là, vous allez marcher à n'importe quel moment de l'année, en été, en hiver, vous allez marcher sur de la neige. Vous n'allez pas forcément voir les crevasses. Donc là, c'est vraiment la zone des neiges éternelles où ces neiges, peu à peu, vont se transformer en glace. Et après, sous l'effet de la gravité du propre poids de cette glace, et aussi, par exemple, de la lubrification de l'eau sur le lit glaciaire, cette masse, elle va s'écouler à la surface de la planète jusqu'à atteindre une zone où là, pour le coup, la température de l'air, d'une part, elle fait fondre toute la neige hivernale, mais en plus de ça, elle va faire fondre une partie de la glace. Et donc, notre glacier, c'est ce qu'on appelle la zone d'ablation. Ablation, ça veut dire fonte. Notre glacier, sa taille, elle va dépendre de la différence entre qu'est-ce qu'il va gagner dans sa partie amont, qui va former de la glace, et qu'est-ce que le glacier va perdre à l'aval en fonte. Et donc, entre les deux, on a la ligne d'équilibre. Et donc, ce pourquoi vous entendez tout le temps parler des glaciers et des glaciologues, ce n'est pas qu'on étudie le truc le plus sympa au monde, enfin, même si je trouve ça très sympa, hein. C'est juste qu'on étudie un objet qui est hyper sensible aux variations climatiques. À peine vous changez un peu les conditions de neige ou les conditions de fonte dans la zone amont ou dans la zone aval, le glacier il va gagner en volume, il va gonfler dans le paysage, il va avancer plus loin, ou à peine, si ces conditions deviennent défavorables, le glacier il va fondre beaucoup plus vite qu'il gagne de la masse, et donc il va peu à peu perdre de l'emprise dans le paysage. Donc les glaciers, c'est vraiment un formidable outil pour comprendre. C'est grâce aux glaciers, parmi les premiers, qu'on a compris que le climat il changeait, et qu'il changeait, y compris à l'échelle assez courte, de quelques années, etc. Et donc voilà, nous, je vais présenter un petit peu ce qu'on étudie les glaciologues. Donc le deuxième élément qui était fondamental, comme je vous dis, c'est le mouvement. Je m'excuse un peu, mon ordi rame un peu, la vidéo n'est pas très fluide. Ça, c'est le glacier des Bossons dans le massif du Mont Blanc. Donc en haut, là, vous auriez le sommet du Mont Blanc si vous voulez. Et donc on voit bien le mouvement de notre masse de glace. Là, c'est sur tout un été et un hiver. Et donc en été, on voit bien ce que je vous disais, la zone d'accumulation où il y a tout le temps de la neige, y compris en été. Et puis, peu à peu, tout ça s'écoule, comme dans la vallée de Chamonix. Donc voilà, et en s'écoulant, notre glacier, des fois, il se déforme, il se casse, il forme des crevasses, il forme des séracs. Voilà. Ce qu'on voit aussi sur cette image, qui est sympa, je trouve, c'est le glacier en même temps qu'il s'écoule. Il broie des sédiments, il va modeler comme ça les montagnes, il va produire beaucoup, beaucoup de sédiments. Donc voilà, les glaciers ils ont vraiment un rôle important sur Terre pour façonner le relief. Et les régions dans lesquelles on vit, hein, les Alpes, elles ont été façonnées par les glaciers lors de la dernière grande glaciation. Les glaciers, on les trouve sur Terre. On a deux grands types de glaciers, on va dire des glaciers de montagne et les grandes calottes polaires que vous allez trouver dans les deux pôles. Donc les deux grandes calottes glaciaires, évidemment, c'est le Groenland et l'Antarctique. Donc je les ai laissés en blanc sur cette carte. Et puis, je vous ai mis les 220 000 glaciers qu'il y a de cartographiés à l'heure actuelle sur Terre. Et comme c'est en point noir là. Et comme vous pouvez voir, ils sont à peu près dans toutes les régions du monde. Il y a même des glaciers, des restes de glaciers en Afrique, en Indonésie aussi. Et puis voilà, à peu près sur tous les continents du monde. Et puis, les glaciers recouvrent 10% des terres émergées sur Terre, donc c'est quand même assez considérable. Et puis, chiffre encore plus important, je pense, l'équivalent d'eau qui est stocké sous forme de glace par les glaciers en ce moment sur Terre, c'est 66 mètres sea level equivalent. Ça veut dire que si demain, avec une baguette magique, on réchauffe le climat énormément et que les glaciers fondent instantanément,
si tous nos points noirs et nos deux masses blanches fondent instantanément, le niveau marin global, il augmente de 66 mètres d'eau. C'est-à-dire que vous prenez la carte du monde, comme vous l'avez là devant les yeux, vous pouvez changer à peu près tous les traits de côte, hein, quasiment une immense partie des traits de côte, en tout cas, de la Terre change complètement. Donc ça, c'est au niveau global. Évidemment, cette masse, elle est essentiellement, plus de 99% de cette masse, elle est stockée dans les deux grands calottes continentales que sont l'Antarctique et le Groenland. Et par exemple, ce soir, on va parler en partie des glaciers alpins. Bah là, au niveau global, on a à peine moins de 0,03 mm qui va être stocké sous forme de glace, voilà, par rapport au volume d'eau total que ça pourrait représenter dans l'océan. Par contre, à l'échelle locale, ça c'est un glacier qu'on a pas mal étudié avec Stéphane, notamment qui est le glacier de Sarmine en Valais, dans le Val d'Arola. Au niveau local, même les petits glaciers, donc ça c'est un tout petit glacier dans les Alpes, hein. Je vous ai mis en bon lausannois en équivalent en place de la Riponne. Donc c'est 14 places de la Riponne sous forme de glace. Bah, même ce glacier qui est un tout petit glacier, en fait c'est quand même un volume d'eau qui est important, qui est à peu près 1200 piscines olympiques. On l'a su en allant faire du radar là-bas et en détectant le lit rocheux sous le glacier. Mais donc à l'échelle locale, bah, c'est des stocks d'eau qui sont très importants et qui délivrent de l'eau notamment pendant les périodes sèches et pendant les périodes chaudes, donc pendant l'été. Tout ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure de l'hydrologie. Et puis le deuxième terme, donc ça aussi, je pense que beaucoup d'entre vous, bah maintenant, vous avez l'habitude de l'entendre et vous maîtrisez bien ce terme, mais comme ça, je le définis, puis au moins, on est tous d'accord sur ce dont on parle ce soir, la notion d'anthropocène. Alors, c'est juste pour vous placer un petit peu le contexte de l'évolution climatique et du système terrestre récemment. Donc, en gros, grâce aux glaciers, en faisant des carottes, notamment dans les grandes calottes en Antarctique et au Groenland, on a pu reconstituer les variations climatiques passées. Donc là, le temps zéro, il est ici, puis plus on va vers la gauche, plus on remonte dans le passé. Et ça, c'est les variations du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui a été stockée. Donc, vu que les glaciers, c'est de la neige transformée, bah, la neige, elle va piéger dans des particules d'air, enfin, des molécules d'air, etc. Et donc, on va pouvoir reconstituer la composition de notre air dans le passé en analysant de la vieille glace. Et donc, ce qu'on peut voir globalement, c'est une forme de cyclicité. Là, c'est les 800 000 dernières années sur Terre. En gros, on a à peu près, ça pourrait être résumé par la figure que vous avez là. En gros, on a une variation de température et une variation de niveau marin. Quand on a des températures faibles sur Terre, on a beaucoup d'eau qui va se transformer en glace. On a des gigantesques calottes glaciaires qui vont émerger dans plein de continents, y compris à Lausanne. Hein. Lausanne a été recouverte de plusieurs centaines de mètres pendant la dernière glaciation. Et voilà, on est un petit peu là. Donc, on est à une période froide où beaucoup d'eau va se transformer sous forme de glace pendant une glaciation. Et donc, le niveau marin global, il va diminuer parce que, justement, cette eau, elle va être sur les continents, dans des grandes calottes glaciaires, comme on avait à Lausanne, par exemple, il y a 25-30 000 ans. Donc ça, c'est le paysage de Lausanne il y a 25-30 000 ans, avec voilà, des grands fleuves qui venaient des Alpes et qui s'écoulaient comme ça sur le plateau suisse et en direction de Lyon, en France. Vous voyez qu'aussi ces variations, elles sont cycliques. Et tous les 100 000 ans, on a ce qu'on appelle un interglaciaire, une période qui est beaucoup plus chaude. Vu qu'elle est beaucoup plus chaude, les grandes calottes, comme on avait dans les Alpes, disparaissent au profit de petits glaciers qui vont se cantonner dans les hauts secteurs de montagne, et on va quand même garder de grosses calottes. Mais donc voilà. Et donc vous savez qu'on vit dans un interglaciaire, parce que Lausanne n'est plus sous plusieurs centaines de mètres de glace. Voilà, notre interglaciaire naturel, il s'appelle l'Holocène. C'est le nom scientifique qu'on lui a donné. Et ces variations, j'ai oublié de les préciser, elles sont naturelles. En fait, c'est des variations minimes de l'orbite terrestre, de petits facteurs, si vous voulez, comme ça, planétaires, et de petits facteurs astronomiques qui font qu'on bascule, si vous voulez, depuis à peu près 2,6 millions d'années, dans un système glaciation à un système interglaciaire. Et puis notre espèce de singe, l'Homo sapiens, bon, on est les descendants de beaucoup d'autres espèces de singes avant, mais l'Homo sapiens, il arrive sur Terre, il a été à peu près il y a 300 000 ans. Bah, en tout cas, si on regarde juste les variations de CO2 atmosphérique, on voit que pendant 299 000 ans à peu près, il n'y a pas beaucoup d'influence anthropique. En tout cas, on ne détecte pas un signal des activités humaines sur le début de l'histoire. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'homme a modifié dernièrement en partie dans le système terrestre, et notamment sur l'évolution des températures de l'air. Donc, je vais vous montrer des modélisations qui ont été faites par la NASA qui essayent de comprendre, en fait, par rapport aux variations qui ont été mesurées depuis 150 ans sur Terre, de température, quel facteur pourrait expliquer ça. Donc, le premier facteur, donc là, c'est la courbe des températures en bas sur Terre, et le premier facteur, qui sont les facteurs naturels, c'est les variations d'orbite terrestre. Et vous voyez que les variations n'expliquent pas ce qu'on observe comme
modification de la température. L'activité solaire non plus, donc on peut avoir plus ou moins des taches solaires actives, etc. Et l'activité des volcans sur Terre. Donc ça, c'est les principaux forçages naturels, on va dire, qui ont fait modifier dans le passé le climat. Et on voit que ces trois forçages, on appelle ça comme ça, n'expliquent pas les courbes actuelles. Et quand on rentre l'homme dans le système, donc là, c'est l'aménagement du territoire, comme on a déforesté, par exemple, quand on modélise ou on a calculé l'ozone qui a été émis, les aérosols, et à la fin de l'histoire, le dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre. Là, on voit que, évidemment, ce que vous connaissez très bien, hein, mais les courbes, elles collent beaucoup mieux avec ce qui est observé, mesuré sur Terre. Donc là, c'est sur tous les forçages humains, et puis là, on est sur les forçages, l'ensemble des forçages donc naturels. Et donc voilà, en fait, l'homme, à l'ère industrielle, en s'étant d'une part démultiplié sur Terre, les courbes démographiques elles sont exponentielles hein, depuis quelques siècles sur Terre, et juste en modifiant avec le moteur explosion, avec plein de choses, avec plein d'inventions, avec la chimie, avec plein de choses. En fait, on a complètement modifié les flux de matière et d'énergie sur Terre, y compris dans l'atmosphère. Je vous ai juste mis cette photo de la Terre vue du ciel qui est assez édifiante hein, sur l'emprise humaine. Hein, on est à peu près partout sur Terre. Il y a une étude qui a été publiée il y a 2 semaines qui a montré que plus de 90% de la planète a été profondément modifiée par l'homme depuis plus de 10 000 ans. Voilà, et en zoomant un petit peu sur ce qui se passe, en fait, les chercheurs ils ont montré qu'en fait, c'est beaucoup de tendances qu'on va mesurer dans les écosystèmes, la quantité de méthane, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, le nitrate sur les côtes, etc., où on a eu des courbes qui se sont fortement accélérées depuis les années 50. Ils ont proposé et que tout ça est fortement corrélé aux activités humaines. Et donc, ces auteurs, ils ont proposé d'appeler cette période la grande accélération. Quand on voit le carbone, donc vous voyez que le taux de carbone atmosphérique, il a un niveau jamais atteint depuis, là j'ai 800 000 ans, mais au moins depuis plus de 3 millions d'années sur Terre. Et donc, ils ont dit, on n'est plus dans l'Holocène, qui était la période naturelle, qui était ici notre interglaciaire. En fait, on est dans une nouvelle période géologique, qui est l'Anthropocène, en gros, la période géologique de l'homme. Et si on prend cette image-là, un peu avec un schéma, moi je dis souvent ça, c'est un peu comme une boule rebondissante, le climat. L'homme, il a mis une pichenette, en fait, dans la boule rebondissante. On a mis de l'énergie dans le système, on a mis de l'énergie, on a mis du CO2, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, on a sorti la Terre, on va dire, de son équilibre naturel ou de son histoire naturelle, on va dire ça comme ça. Et les immenses questions qui se posent actuellement, on en parlera tout à l'heure, c'est de savoir si la pichenette qu'on a mis et l'énergie qu'on a mis dans le système, il n'est pas trop fort et on a maintenu la Terre pas trop loin de son orbite naturelle de variation climatique, ou est-ce qu'on a mis une telle énergie qu'en fait, on va envoyer la Terre loin, 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 là où en tout cas, l'Homo sapiens n'a jamais connu la Terre. J'avance un peu, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Je voulais vous montrer dans une deuxième partie l'évolution des glaciers, notamment de quelques-uns que je suis ou que j'ai suivis récemment. Et notamment, j'étudie le glacier de Tré-la-Tête, qui est dans la réserve naturelle des Contamines de Montjoie. Donc, c'est le sud du massif du Mont Blanc en France. C'est le plus grand, donc il est là sur la droite ici. C'est le plus grand glacier protégé en France. Il fait plus de 6 km². C'est le 4e plus grand des Alpes françaises, donc c'est vraiment un très grand glacier. Et puis, c'est le plus grand qui est dans un espace protégé comme ça. Il a évidemment un intérêt patrimonial, scientifique, etc., tout ce que vous voulez, mais il a aussi un intérêt économique. En fait, ce glacier, depuis 1940, donc ça remonte à longtemps, hein, on a fait une galerie de 7 km dans les montagnes pour alimenter un barrage. Vous voyez la couleur ici du barrage qui est très claire. C'est vraiment l'eau turbide produite par les glaciers. Si ce barrage était un lac naturel, vu du ciel, il aurait cette couleur-là. En tout cas, s'il n'était pas influencé par les glaciers. Mais là, c'est vraiment l'eau de ce glacier qu'on détourne pendant 7 km pour produire de l'hydroélectricité qui, quand même, alimente plus de 60 ans. Donc, en fait, ce glacier, si on va aujourd'hui ici dans ce secteur-là, voilà, on voit que le glacier s'est un petit peu retiré dans son vallon vers le haut. Puis maintenant, on va voir comment il a évolué dans les dernières décennies. Donc, ça, c'est assez important. C'est les températures mesurées en Suisse depuis 150 ans à peu près. Et on voit la courbe rouge qui est un peu la synthèse interannuelle. Ce que vous pouvez voir de manière évidente, c'est qu'on a un réchauffement de plusieurs degrés qui est survenu ces dernières années, un petit peu soit par à-coup, soit par palier. Voilà. Et ces quelques degrés, en fait, ils ont une influence qui est fondamentale sur les glaciers. C'est pour ça que les glaciologues parlent beaucoup en ce moment, c'est vraiment que les glaciers sont un objet de la nature qui est hypersensible aux fluctuations climatiques. Nous, si on avait été dans une pièce où on aurait eu cette variation de température, je ne suis pas certain que notre épiderme, il l'aurait beaucoup ressenti.
pour un glacier, cette variation de température-là, c'est à peu près la moitié du volume qui a disparu en 150 ans. Donc, en fait, si on était venu au bord de ce glacier en 1850, pendant cette période plus froide ici qu'on appelait le petit âge glaciaire et qui était fraîche pour des raisons naturelles, on aurait, depuis l'endroit où la photo a été prise, on aurait marché 100 mètres et on aurait marché sur le glacier. Et puis aujourd'hui, le glacier s'est fortement retiré et on arrive à voir son extension avec des crêtes qu'on va retrouver dans le paysage, là, comme ça, qu'on appelle des moraines. Euh, voilà pour ce glacier. Un autre exemple, c'est le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier des Alpes, qui est dans l'Oberland bernois, côté valaisan. Je me suis intéressé ces dernières années à ce glacier parce qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Je vous parlerai tout à l'heure d'une étude que j'ai menée sur les glaciers qui ont ce statut. Donc voilà, juste pour vous montrer comment ce glacier il a changé. J'ai juste sur cette image redessiné un petit peu la surface du glacier à peu près en 1850, pendant la période froide du petit âge glaciaire. Donc là, vu que le glacier est beaucoup plus gros, le volume perdu, il est beaucoup plus lent à perdre relativement par rapport à la masse initiale. Donc il a perdu entre guillemets que 25% de sa masse, mais ce 25%, c'est un stock d'eau qui est gigantesque. Et puis, juste pour vous donner une hauteur de la perte dans la partie centrale, ici à Concordia Platz, c'est 140 mètres de haut, donc c'est à peu près la taille du jet d'eau de Genève qui a été perdu là entre 1850 et aujourd'hui. Donc voilà, c'est le plus grand glacier des Alpes et on verra tout à l'heure qu'il souffre aussi assez fortement. Et donc, si on revient à la tête, au-delà de cette variation séculaire liée au réchauffement global, maintenant, avec mon ami glaciologue Luc Moreau, que je salue, je ne sais pas s'il est là, je ne pense pas qu'il est là ce soir, mais avec Luc, on suit ce glacier avec ce qu'on appelle un bilan de masse. En fait, c'est vraiment la mesure de base en glaciologie qui consiste à mesurer, si vous vous rappelez du schéma tout à l'heure, combien notre glacier dans la partie amont il peut gagner de volume pendant un an sous forme de neige et de glace, et combien il va perdre dans la zone de fonte à l'aval pendant un an. Et on va comparer les deux. S'il a plus perdu qu'il a gagné, le bilan de masse il est négatif. Donc c'est-à-dire que le glacier se rétracte dans le paysage, ils font peu à peu, la langue se retire. En fait, la langue, elle remonte jamais la pente. C'est juste que la fonte, elle est plus rapide que le glacier arrive à déplacer de la glace jusque-là. Et si le bilan de masse il est équilibré, le glacier, en gros, il garde à peu près la même taille d'une année à l'autre. Si le bilan de masse il est positif, les glaciers ils avancent. Donc voilà, chaque année, on mesure plusieurs fois par an des balises qu'on place à la surface de ce glacier. Est-ce que ça marche? Voilà. Et donc, voilà les résultats qu'on a depuis 2014. Donc, c'est surtout le travail de Luc. Ce que je voulais vous montrer, c'est la variabilité interannuelle. Donc, déjà, la première chose qu'on peut dire en voyant ces données, c'est que, vous voyez, depuis 2014, chaque année, jusqu'à cette année, le bilan de masse il a été négatif. Ça veut dire que chaque année, le climat était trop défavorable au glacier et la masse qu'on a devant les yeux, elle est trop grande par rapport aux conditions climatiques actuelles. Donc, sa réponse, c'est de diminuer. Et donc, on a ces chiffres qui sont en Met-Water équivalent. En fait, ça veut dire, en 2014, c'est comme si on standardise le chiffre de manière à pouvoir comparer une année sur l'autre et de pouvoir comparer le glacier avec d'autres glaciers. Ça veut dire, c'est comme si en 2014, le glacier il avait perdu une lame d'eau de 50 cm sur l'ensemble de toute sa surface. Alors évidemment, il l'a perdu dans la partie aval. Et à l'inverse, il a gagné du volume dans la partie amont, mais on standardise sur toute la surface. Et on voit que, par exemple, 2015, c'est une année avec une énorme canicule dans les Alpes, qui a fait fondre beaucoup de la neige hivernale, y compris dans les hauts secteurs. Et là, pour le coup, la fonte, c'est quasiment 2 mètres en un an. Quand on cumule tout ça, on voit que le volume d'eau, il est juste gigantesque, qui a été perdu par ce grand glacier alpin. C'est presque 9 mètres d'eau sur l'ensemble de sa surface. Et je vous ai juste mis, c'est à peu près 17 000 piscines olympiques qu'on aurait remplies et qu'on a comme ça évacuées. Donc, entre-temps, on a turbiné pour l'hydroélectricité, tant mieux. Par contre, c'est de l'eau qui finit en mer Méditerranée et qui contribue à l'élévation du niveau marin. Donc voilà, on continue avec nos modestes moyens à suivre le bilan de masse de ce glacier. Et puis, dans la région des Diablerets, donc j'ai fait une partie de ma thèse là-bas, mais je ne vais pas vous sortir tout ce qu'on avait fait là-bas. Je voulais plutôt une photographie générale. Voilà ce que n'importe qui peut aller voir ça, voir l'extension passée des glaciers sur map.geoadmin, qui est le site de carte de Suisse, qui est vraiment un site extraordinairement bien fait. C'est vraiment juste pour vous donner une comparaison, ce n'est pas du tout une extension glaciaire qui est robuste, la ligne blanche que j'ai dessinée. C'était juste pour vous montrer une photo à peu près en 1860-1870, sauf erreur. Et puis aujourd'hui, donc c'est juste, voilà, on est passé dans les Hautes-Alpes calcaires entre le Valais et le canton de Vaud, là, des grands glaciers ou des glaciers de cirque à vraiment des lambeaux glaciaires qui subsistent. Et si on zoome sur ce glacier de Tsanfleuron que vous allez avoir comme ça en allant, quand vous montez au Diableret, quand vous allez côté valaisan, au-dessus de Savièse, vous voyez que
le glacier de Tsan-Fleuron, on trouve, donc la partie haute, elle est ici à gauche, et puis il s'écoule comme ça vers la droite de l'écran. Comme je vous disais tout à l'heure, un glacier qui a un état de santé normal, on va avoir deux zones, une zone couverte de neige et une zone couverte de glace. Vous voyez que ce glacier, il n'a plus de zone au moment où a été prise cette photo. Je pense que c'était, je me demande si c'était en 2017 ou 2018. Il n'a plus du tout de neige dans sa partie amont. Ça veut dire qu'il n'a plus de zone d'accumulation. En gros, ça voudrait dire que par rapport aux conditions climatiques de l'année dans laquelle a été prise cette photo, ce glacier ne devrait pas exister. Parce qu'il n'y a plus du tout d'équilibre entre une zone où la glace et une zone où la glace est fondue. Donc en gros, voilà, c'est ce que j'ai mis. Malheureusement, une partie de ces glaciers des Alpes vaudoises et des Alpes valaisannes sont déjà trop bas et sont une masse qui est déjà tout simplement juste héritée du passé. Puis on a un gros glaçon qui met du temps à fondre. Et plutôt que de fondre instantanément parce qu'il fait chaud, c'est une immense masse où il faut beaucoup d'énergie pour le faire fondre. Donc voilà, mais malheureusement pour le glacier de Tsan-Fleuron, il faudrait un sacré revirement climatique pour qu'il se stabilise. Et par contre, vous voyez le glacier de Prapio qui est là juste à gauche de l'image, qui est plus bas, mais par contre qui est mieux orienté, qui est orienté au nord et qui est protégé, on voit l'ombre des parois rocheuses en bas, et vous voyez que lui, il a de la neige dans sa partie amont. Donc en fait, les glaciers qui sont mieux protégés par le relief, avec de l'ombrage, et où le relief il va redistribuer la neige avec des avalanches par exemple, ils ont une durée de vie qui sera probablement plus longue que des grands glaciers peu pentus comme Tsan-Fleuron. Je ne pouvais pas résister à vous montrer des images de glaciers noirs et de glaciers rocheux parce que j'ai fait ma thèse dessus. En gros, certains glaciers dans les régions qui sont vraiment avec un relief très important, comme ici, c'est le sud du massif du Mont-Blanc et c'est le glacier du Miage, côté italien du Mont-Blanc. En fait, on a vraiment la masse de glace, mais elle est couverte dans sa partie aval par un manteau de sédiments. Et en fait, ces sédiments, s'ils ont plus de 5 cm d'épaisseur, ils vont jouer un rôle d'isolant. Et en fait, donc, nos glaciers comme ça, qu'on appelle des debris covered glaciers ou des glaciers noirs, en fait, ils ont une durée de vie qui est plus longue parce qu'ils, de par la topographie, ils ont une couverture détritique dans la partie aval. Mais donc, cette couverture, elle va jouer un peu un rôle de manteau protecteur par rapport au rayonnement solaire et par rapport au réchauffement global actuel. Et donc, si on compare ce glacier du Miage, là, ce glacier du Miage, il est extraordinaire. Il descend à 1800 mètres en versant sud du Mont Blanc, alors que les glaciers en versant nord ne descendent même pas aussi. Puis quand on compare aux glaciers du Brouillard qui sont juste au-dessus, aux glaciers d'Entrailles ici, c'est des glaciers blancs qui ont perdu plusieurs centaines de mètres à l'échelle des 30 ans que je vous montre là. Ce glacier, il n'a quasiment pas perdu de position frontale. Alors, il s'est un petit peu aminci, mais en fait, tout ça pour vous dire que quand on mixe notre glace blanche avec des débris, quand on met beaucoup de débris en surface, mais des fois, on a des mixtures encore plus compliquées qu'on appelle des glaciers rocheux. Par contre, le bon côté des choses, c'est qu'on a moins de volume de glace. Par contre, ça limite la sensibilité aux variations climatiques de ces masses. Ça veut dire que ces stocks qui sont couverts de débris, ils sont plus résilients, ils vont durer plus longtemps, ils vont fournir de l'eau aux écosystèmes et aux hommes à l'aval plus longtemps. Voilà. Je voulais juste vous montrer le type de forme. En fait, c'est grâce à elle qu'on a su qu'il y avait de l'eau sur Mars. Les premières détections d'eau sur Mars, c'est sous forme de glace, et c'est sous forme de glaciers noirs, glaciers rocheux, comme ça, comme je vous montre là sur l'image. Vous voyez les bourrelets à droite, c'est exactement les mêmes formes qu'on retrouve sur Terre. Voilà, c'était juste pour vous montrer que d'être géomorphologue ou glaciologue, ça sert aussi à partir sur Mars, ou de moi par les images parfois. Si on dézoome et qu'on regarde un petit peu maintenant l'image, la photographie globale, malheureusement, elle est très mauvaise. Mais je pense que vous avez entendu, je vous l'ai mis là en dessous. Encore aujourd'hui, hier, ils ont sorti un grand papier. C'est vraiment peut-être le papier le plus documenté sur ce qui se passe sur les glaciers sur Terre depuis 20 ans. Il a été publié hier par Nature, par des amis glaciologues. Et je sais que les médias en ont beaucoup parlé. Juste avant cet article d'hier, là, que je n'ai pas eu le temps de lire encore, je préfère pas en parler plus, il y avait les premières grandes synthèses qui ont été produites à l'échelle globale grâce à l'imagerie satellitaire. Donc nous, on est avec nos petits moyens, avec nos petits tiges en bambou sur le petit glacier de Trait-la-Tête. Mais si on veut étudier tous les glaciers sur Terre, évidemment, c'est très bien d'avoir des images satellitaires. Donc, voilà, c'est notamment des glaciologues et beaucoup de Suisses. La Suisse est vraiment un pays star de la glaciologie et on comprend pourquoi. Beaucoup de Suisses qui ont produit ces analyses, mais d'analyses d'images satellitaires. Et en gros, c'est des comparaisons d'images entre 1961 et 2016, et si vous voulez, puis les tendances, et qui montrent que globalement, les glaciers, ils ont perdu du volume dans toutes les régions du monde. Et ce qui a été perdu pendant cette période, comme volume d'eau, c'est que vous prenez la surface de l'Espagne et vous prenez une lame d'eau de 20 mètres. C'est ça la fonte des glaciers sur Terre entre 1961 et 2016. On voit qu'il y a des points rouges dans toutes les régions du monde, sauf une, l'Asie du Sud, le nord du Pakistan,
En gros, si vous voulez, le dérèglement climatique a dérégulé le cycle de mousson, et fait que les moussons viennent un petit peu plus tard dans la saison où il fait plus frais et donc donnent plus de neige aux glaciers. Et là, les glaciers ils ont gonflé ces dernières années. Donc le dérèglement climatique, il peut très localement aussi être favorable aux glaciers, mais globalement, le dérèglement climatique, c'est surtout un réchauffement global qui est très important. Et donc, la réponse très simple d'une masse qui dépend du froid, c'est le fondement. Donc le déclin glaciaire, il est en accélération est fondamental, majeur à l'échelle globale. Il y a quelques semaines, il y a un article de review sur non seulement les glaciers, mais en plus de ça les calottes, et en plus de ça la banquise, etc., qui est sortie. Je vous montre juste la figure à droite qui est un petit peu les synthèses, on ne va pas aller trop loin. Et en gros, quand on cumule la perte, on voit que à l'échelle depuis 1995, on n'a que de la perte de volume sur tous les compartiments où on va trouver beaucoup de glace sur Terre, et que cumuler ce volume d'eau qui a été perdu, qui s'est transformé en eau dans les océans, il est juste gigantesque. Donc, en fait, le dérèglement climatique, ce n'est pas une potentialité, ce n'est pas un truc qu'on n'est pas sûr, et la fonte des glaciers, c'est aujourd'hui, c'est concret, c'est tangible, c'est mesuré, c'est tout ce que vous voulez. Tout ça, ça a donné à des conséquences très réelles sur le terrain. Le niveau marin depuis 1900 sur Terre, il a augmenté de 23 cm. Chaque année, le niveau marin, en moyenne, récemment, il augmente de plus de 3 mm par an. Et ça, c'est essentiellement dû à la fonte des glaciers et des calottes, notamment. Un petit peu à la dilatation thermique des océans, mais ça, c'est secondaire. Mais donc, comme je vous dis, quand le glacier traite la tête et ces 17 000 piscines olympiques ont disparu au cours des dernières années, in fine, ça alimente la mer Méditerranée qui contribue à l'élévation du niveau global. Donc voilà, on en parlera dans la dernière partie un petit peu de ces enjeux-là. Dans la troisième partie, je voulais vous questionner si la relation glacier-homme est une relation durable. Et notamment avec un focus sur les glaciers qui ont le statut de patrimoine mondial, mais peut-être avant juste un mot sur les projections climatiques. On va bientôt avoir le nouveau rapport de synthèse du GIEC. Ça, c'est le modèle français qui contribue aux différents modèles climatiques qui sont utilisés. En gros, si vous voulez, on a le réchauffement global avec les courbes qui sont jusqu'à 2020, à peu près, qui sont enfoncées à gauche. Il est à peu près de 1 degré, 1,1 degré global depuis 1900. Regardez juste, je vous ai juste mis à peu près les Alpes entre la Suisse et les Alpes françaises au-dessus. La courbe verte, c'est vraiment pour donner une idée, mais comme je vous ai dit, nous, c'est 2,3 degrés. Donc, on est déjà dans une région où, au minimum, le réchauffement de l'air il est 2 fois plus rapide qu'à l'échelle globale, les Alpes. Et ça, on a vu que pour les glaciers, évidemment, ça exacerbe leur fonte. Dans tous les cas, d'ici à la fin du siècle, quand on regarde les projections vers la droite, ce réchauffement il va doubler avec un scénario de faible émission qui est le SSP 1 2.6 qui est en vert. Dans tous les cas, ce qu'on a connu entre 1900 et aujourd'hui, à savoir 1 degré global, ça va arriver d'ici à 2100. L'immense enjeu, c'est de savoir si on va réussir à stabiliser. Vous voyez que cette courbe verte, elle se stabilise à moyen terme. Donc tout ça en lien avec les émissions globales. Ou alors, si on continue à émettre et on voit que les courbes, en conséquence des températures, elles deviennent quasi exponentielles pour la courbe rouge. Malheureusement, on prend plutôt globalement une mauvaise direction à l'heure actuelle, mais on verra que c'est peut-être pas trop tard. Avant de repartir dans les glaciers, je voulais juste vous montrer que les conséquences, elles sont juste sans précédent pour l'espèce humaine. L'espèce humaine, écologiquement, donc notre espèce nous, l'Homo sapiens, comme toutes les espèces, on dépend d'une niche écologique, donc c'est-à-dire des conditions climatiques, topoclimatiques particulières. Il y a des auteurs qui se sont amusés à calculer la niche écologique de l'homme. Là, c'était quoi les conditions ultimes pour bien vivre sur Terre? Ils se sont rendus compte que l'humanité, depuis des milliers d'années, vivait surtout autour d'une température moyenne de l'air de 10 degrés, de choses comme ça. Et en fait, en modélisant le climat futur, ce qui montre de très alarmant, c'est que la niche humaine, en fait, elle se résorbe énormément et que 1 à 3 milliards des êtres humains actuels qui vivent dans les conditions actuelles, si on regarde d'ici à 2070, ils vivront au-delà de la niche écologique dans laquelle a jamais vécu l'homme. Donc ça induit juste, au-delà de la question des glaciers qu'on verra tout à l'heure et des migrations climatiques qui vont être gigantesques dans les prochaines décennies. Ok, si on retourne aux glaciers, maintenant je vais vous parler des glaciers qui ont le statut de patrimoine mondial. Donc, je travaille pour l'IUCN, comme je disais, le patrimoine mondial de l'humanité, c'est le plus haut degré de protection de la nature dans le monde. En gros, si vous voulez, l'idée du patrimoine, ça a été à un moment donné où il y avait des atteintes sur le patrimoine culturel et naturel, de dire, en tant qu'humanité à un temps T, on n'a pas le droit de détruire ça parce que c'est trop extraordinairement beau, c'est trop extraordinairement important. On n'a pas le droit de le détruire vis-à-vis des autres États, vis-à-vis des autres citoyens, mais aussi vis-à-vis des générations futures. Ça, c'est l'idée du patrimoine mondial. Donc, on a décidé de faire une liste, comme ça, depuis les années 70, des plus belles merveilles de la planète, qu'elles soient culturelles ou naturelles.
Donc moi, je me suis et donc l'IUCN est partenaire de l'UNESCO pour les 250 sites sur Terre qui ont été inscrits pour des raisons naturelles. Un des sites, c'est le site qui est là derrière vous, qui est le Kluane National Park en Alaska. Euh, et donc, on a le plus long glacier terrestre du monde en dehors des pôles, qui est le glacier de Bering. Là, je vous ai mis une photo qui fait plus de 200 km de long. Tout ça, cette immense zone qui est à peu près grande comme la Suisse, c'est patrimoine mondial de l'humanité. En fait, moi, je me suis posé la question de savoir, et l'idée du patrimoine mondial de l'humanité, c'est théoriquement de s'engager en tant qu'humanité, comme je disais, un T0, de transmettre les richesses du patrimoine dans le futur aux générations futures. Donc je me suis dit, bah, tiens, les glaciers, on sait qu'ils font, on sait qu'ils ne vont pas très bien. Bah, quelle est la réponse des glaciers qui ont ce statut particulier du patrimoine mondial? Et est-ce qu'on va respecter, nous, notre engagement, l'humanité, de transmettre à nos enfants ces glaciers? Donc, le premier exercice que j'ai fait, on a publié ça dans un papier en 2019. J'ai notamment, enfin j'en parlerai après, travaillé avec un super glaciologue suisse. Le premier exercice que j'ai fait, c'est un exercice de première année de licence de géographique et de comparer des polygones. J'ai pris les données que vous avez, les points noirs qui sont les glaciers sur Terre, qui sont des données en open access, et j'ai juste comparé ça avec les carrés blancs que vous avez sur l'image, qui sont les sites mondiaux du patrimoine mondial. Vous voyez la Grande Barrière de Corail à droite, par exemple, sur l'Australie, etc. Et donc, c'est pour la première fois, les glaciers qui avaient ce statut ont été inventoriés. Jusqu'à maintenant, le nombre était inconnu. Et donc, on a montré qu'il y avait 19 000 glaciers, à peu près 20%, à peu près 10% du nombre de glaciers total sur Terre qui avaient le statut de patrimoine mondial. Voilà, donc ils sont cartographiés sur ça. Et il y a beaucoup de glaciers, entre guillemets, stars, dans cette liste, le plus haut, le plus long, le plus grand, le plus tout ce que vous voulez. Je vous ai juste mis deux. À gauche, en bas, c'est le glacier du Khumbu, qui est le glacier du versant sud de l'Everest. Maintenant, vous voyez que vous êtes des experts, vous voyez que c'est un glacier noir, qu'il est couvert de débris dans sa partie aval. Et puis au-dessus, c'est le Jakobshavn qui est ici au Groenland. En gros, c'est le glacier actuel qui va le plus vite sur Terre, qui produit le plus d'icebergs, donc qui contribue le plus à l'élévation du niveau marin. Et on dit même que c'est lui qui a produit les icebergs qui ont coulé d'après les modélisations, le Titanic. Bref, c'est le glacier qui fait peur un peu dans le monde. Évidemment, on a questionné l'évolution passée, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur Aletsch, de ces glaciers qui ont ce statut particulier, mais surtout, j'ai demandé à Mathias, moi je n'ai pas fait grand-chose, à part avoir une toute petite idée, c'est surtout Mathias Huss, qui est un glaciologue de l'ETH, du VSL et de l'Université de Fribourg, qui est vraiment un des top glaciologues aujourd'hui en termes de modélisation, enfin en termes de plein de choses, hein, mais qui a vraiment les modèles les plus robustes pour anticiper un petit peu l'avenir de ces glaciers face au changement climatique. Et je lui ai dit, par rapport à cette liste de 19 000 glaciers, peux-tu me donner la réponse? Puis comme ça, on verra si, comme je disais, on respecte notre engagement. Donc, on ne va pas aller forcément dans les détails. Ce qu'on peut dire, en gros, c'est qu'on a un peu deux grands scénarios climatiques extrêmes qui s'opposent, avec un scénario où on limiterait fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça ressemblerait, si vous voulez, à l'accord de Paris. C'est toutes les courbes bleues. Aucun, on va perdre beaucoup de volume de glace, mais en fait, on va peu à peu limiter la casse et à terme sauver de grands volumes de glace. Donc, dans tous les cas, on perd 30-40% du volume actuel, mais en tout cas, on voit qu'à moyen terme, probablement qu'on arrive à retrouver un nouvel équilibre entre le climat, les glaciers et l'homme. Et puis, à l'inverse, avec un scénario rouge, là, le business as usual, de fortes émissions, on s'en fout de la régulation climatique. Là, on voit qu'en fait, on va vers l'extinction glaciaire de ces glaciers-là, mais en fait de tous les glaciers sur Terre, hein, dans les prochaines décennies dans certaines régions du monde, et dans les prochains siècles dans d'autres régions du monde, voire dans les prochains millénaires pour les immenses glaciers qui vont mettre du temps à fondre. Si je zoome juste sur les Alpes, et si on revient sur Trait-la-Tête, je vous ai juste mis c'est encore les modèles de Mathias notamment, hein, avec Arise Colari et Daniel Farinotti. Ils ont publié ça l'année passée. Puis en gros, là encore, on retrouve deux scénarios divergents. Je pense qu'il faut prendre ces scénarios avec des pincettes, mais ça nous donne des grandes visions du futur sur ce qui va arriver dans les Alpes, hein. Avec un scénario, donc le quatrième plus grand glacier français, là, comme je disais, le plus grand protégé. Soit, OK, on peut perdre 40% de la masse actuelle, mais on peut sauver 60%. Moi, j'ai essayé toujours de voir le positif quand même là-dedans. Soit on va vers quasiment une disparition totale de ce glacier d'ici à la fin du siècle. Et puis, ça, c'est pour l'échelle de toutes les Alpes. La photo, elle est un peu moins positive parce qu'il y a beaucoup de petits glaciers dans les Alpes. Donc, en gros, soit on sauve 40% du volume actuel, à peu près, c'est un peu le message clé, d'ici à la fin du siècle. Donc, c'est pas rien, ce sera beaucoup moins de glaciers, des beaucoup plus petits, etc., mais c'est pas rien. Soit on va vers une extinction glaciaire à peu près
d'ici à 2100. Donc ça veut dire peut-être une partie de nous ou nos enfants verront disparaître les glaciers des Alpes. Ok, donc j'arrive à la dernière partie qui est un peu plus qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça sur la table et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, scientifique, géographe. Donc voilà, pourquoi nous devons sauver les glaciers. Bon, je pense que vous le savez tous et vous l'avez aussi tous compris, en partie avec cette présentation. Dans ce papier, une fois qu'on montrait que les glaciers du patrimoine mondial, ils allaient disparaître. En fait, je vous ai montré ceux du patrimoine mondial parce que j'ai des données sûres. J'aurais pu piquer les données publiques sur tous les autres glaciers, on aurait à peu près les mêmes courbes de tendance. Je les ai pris parce qu'ils sont très représentatifs de ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et donc, à la fin de cet article, on a essayé, j'écrivais cet article au nom de l'IUCN aussi, donc au nom on va dire, des conservateurs de la nature qui sont là pour défendre la nature comme des avocats, on va dire un peu comme ça. Et donc, à la fin de ce papier, on posait 3 questions. La première, c'est est-ce que c'est important? Par exemple, l'IUCN, on cherche toujours à lister les ordres de priorité. Est-ce qu'il faut sauver cette espèce plutôt que celle-là, cet écosystème? Donc, est-ce que c'est un écosystème ou un système intéressant à sauver les glaciers? Évidemment, je pense que vous connaissez la réponse, mais évidemment que c'est fondamental. Le système climatique terrestre, on ne va pas du tout aller trop en détail, hein, mais il dépend de 5 éléments fondamentaux qui interagissent: l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère, la lithosphère et la cryosphère. Et dans la cryosphère, c'est surtout les glaciers. En fait, les glaciers sur Terre, comme je disais, c'est 10% de la surface qui est fraîche, qui renvoie énormément du rayonnement solaire parce qu'elle a un albédo qui est très faible, qui est très élevé, pardon. Et elle produit aussi beaucoup d'eau fraîche qui influence les cours, le Gulf Stream, par exemple, les cours dans les océans et qui influence le climat global. Donc, en fait, enlevons juste un terme de cette équation, de ce système-là. En fait, on sait très bien que le système, il change complètement, en fait. Donc, enlever les glaciers, on va vers une dérégulation climatique qu'en tout cas, la Terre a déjà connue. La Terre a déjà été sans glacier, donc avec un niveau marin beaucoup plus haut, avec un climat global beaucoup plus haut. Par contre, l'Homo sapiens, il n'était pas sur cette planète. Il ne vivait pas, comme vous voyez sur l'image derrière, beaucoup sur les côtes. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, si on vient sur les côtes, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'évidemment, à mesure que les glaciers fondent, le niveau marin monte et l'élévation du niveau marin, elle va avoir des conséquences énormes dans les prochaines décennies, dans les prochains siècles. En gros, il y a encore une fois, on pourrait regarder les 2 scénarios extrêmes, c'est la figure du GIEC qui est là en haut. Le scénario bleu de faible émission, c'est on va vers d'ici à la fin du siècle, encore peut-être 40 cm en plus, ce qui n'est pas rien, ça veut dire que c'est de nouvelles inondations et d'autres déplacés climatiques, mais on voit qu'à terme, cette courbe, elle va peu à peu se tendre à se stabiliser, versus déjà d'ici à la fin du siècle, 1 mètre d'eau de plus, et puis on va vers un truc qui est complètement dérégulé et qui devient inarrêtable. Et donc là, je vous ai juste mis des modélisations qui ont été faites sur New York, mais on en trouve sur toutes les régions du monde, là avec un niveau qui correspondra avec un réchauffement de 4 degrés avec un niveau d'eau. Donc ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour 2038 ou 2050, c'est pour beaucoup plus tard. Juste là où l'homme vit, il a vécu grâce au contrôle du niveau marin par les glaciers, les cartels vont être complètement rebattus. Et puis à une échelle plus régionale, évidemment, vous le savez très bien en vivant en Suisse ou en vivant en France, hein, les glaciers, ils jouent un formidable rôle de château d'eau. Je vous ai juste mis le plus édifiant, mais après on va zoomer un peu chez nous. Ça, c'est l'Indus au Pakistan. Sans le blanc qu'on a en haut de l'image, il n'y a pas du tout le fleuve Indus et toute la bande verte. Sur cette bande verte, il y a 200 millions d'êtres humains, des Pakistanais, qui vivent, qui boivent de l'eau, qui s'irriguent grâce à cette eau, et donc qui produisent de la nourriture qu'ils mangent tous les jours, qui font de l'hydroélectricité grâce à cette eau-là. Et regardez juste à droite, je vous ai mis les courbes hydrographiques. Qu'est-ce qui fournit cette eau-là qui coule et qui nous verdit toute cette zone-là qui fait plus de 1000 km de longueur? Ce qui fournit, c'est snow and glacier melt. En fait, si on n'a pas le blanc en amont du système, vous pouvez garder que les deux bouts couleur grise, et donc vous comprenez très bien que la disponibilité mineure, et surtout qu'on ne peut pas vivre à 200 millions dans un contexte en plus où on prédit un réchauffement, donc on aura besoin encore plus d'eau, et aussi parce qu'il y aura une évaporation encore plus grande dans les écosystèmes, donc on aura encore plus besoin des glaciers. Donc voilà, je veux juste parler un tout petit peu des Alpes dans ce contexte-là. Encore une fois, Mathias, il a produit plein de modèles qui donnent des résultats bassin versant par bassin versant, et par exemple sur le Rhône, juste ce chiffre-là, ce qui est avec un scénario de moyenne émission, ça veut dire pas le extrême fort, mais pas le scénario de l'accord de Paris. Ce qui est modélisé juste avec la fonte glaciaire, c'est moins 13% du début du Rhône dans la partie française en août. Dans la période où on aura encore plus d'eau qu'aujourd'hui pour irriguer, pour faire des barrages, pour refroidir les centrales nucléaires, pour tout ce que vous voulez. Donc évidemment, même à l'échelle locale, même chez nous, même dans le bassin du Rhône, on va avoir des conséquences. Pour l'Arve, qui est la rivière qui est entre le Mont Blanc et Genève,
en grande partie côté français. C'est moins 15, donc on est déjà encore dans les parties plus hautes. Là, la fonte des glaciers, ce qui est modélisé d'ici à la fin du siècle, c'est moins 15% du débit annuel. Et si on zoome sur quand c'est que c'est distribué, moins 40% en été quand on aura encore plus besoin d'eau, comme je vous dis. Et par contre, à l'inverse, anticiper que beaucoup moins d'eau sera stockée sous forme de neige et de glace en amont, donc beaucoup plus d'eau tomberont dans les bassins versants sous forme de pluie, pardon, et donc plus 80% des débits en hiver. Ça veut dire aussi anticiper les crues beaucoup plus importantes dans les prochaines décennies en hiver et au printemps. Donc vous comprenez bien qu'en fait, pourquoi il faut sauver les glaciers, c'est ce qu'on avait mis en bas, c'est la phrase d'en bas. En fait, les glaciers, c'est similaire à ce qu'on appelle des espèces clés de voûte. Une espèce clé de voûte, c'est comme les abeilles, on a l'impression qu'elles ne sont pas importantes et on les enlève du système et le système il s'effondre. Les glaciers, sans qu'on le sache, en fait, c'est une clé de voûte totale du système dans lequel, en tout cas, l'Homo sapiens s'est développé. Et sans les glaciers, on ne peut pas aller vers le scénario de la Terre stabilisée. Donc, évidemment, c'est indubitablement lié, mais le plus on limite le réchauffement global, le plus on maintient les glaciers, le plus on pourra vivre dans des conditions à peu près normales sur Terre. Ok, la question suivante, c'est que maintenant qu'on sait qu'il faut absolument les protéger parce qu'ils sont importants, c'est comment on fait pour les protéger? Donc, j'ai juste mis 2 solutions qui sont proposées localement. Le premier, c'est les bâches qui sont mis, comme par exemple ici sur le glacier du Rhône en Valais. Donc, les bâches, elles servent un petit peu comme les débris tout à l'heure, les sédiments, je vous disais, ça limite la fonte, c'est exactement le même principe. Mais bon, on ne va quand même pas bâcher 10% de la planète. Et puis, bâcher, c'est comme si, comme je dis, moi, vous souffrez d'une hémorragie, vous allez aux urgences et on vous met un pansement sans traiter la cause de l'hémorragie. En fait, c'est juste ralentir la vitesse de fonte, c'est rien d'autre. Donc, je pense que c'est une non-solution totale. Et puis, un autre exemple, c'est de créer des nouvelles aires de protection et de protéger sur place. Là, c'est une aire de protection sur laquelle j'ai travaillé l'année passée. On a créé cette aire de protection qui est nouvelle avec l'État français sur le sommet du Mont Blanc et ses environs. Malheureusement, ce n'est pas en faisant un décret, en mettant dans la loi que l'espace est protégé, qu'on protège les glaciers. Évidemment, la seule chose fondamentale à faire, c'est de limiter le réchauffement global et que nos gros glaçons ils disparaissent. Donc, évidemment, c'est d'aller vers des courbes à faible émission plutôt que de très vite enclencher la révolution climatique qui devrait survenir si on était optimiste, enfin qui doit survenir quoi qu'il arrive. Juste pour dire qu'en fait, on a encore vraiment le levier entre les mains et ce n'est pas trop tard. Et en fait, nos actions actuelles elles vont avoir des conséquences majeures. En fait, là, je vous ai juste mis pour les 200 000 glaciers sur Terre, qu'est-ce qui est modélisé? En gros, avec un scénario de faible émission, on arrivera à sauver à peu près 80% du volume de glace actuel et à l'inverse, l'autre, on ne sauve que 65%. Mais d'un autre côté, avec la courbe bleue, on voit qu'on va aller vers un nouvel équilibre. Donc, on va probablement être pas loin de ces 80% à terme, de sauver de masse actuelle de glace. Et à l'inverse, l'autre, on voit que la courbe elle continue, donc les masses de glace elles vont peu à peu disparaître. Si on zoome sur les glaciers du patrimoine mondial, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, c'est sur les glaciers alpins. Je vous l'ai aussi montré tout à l'heure, cette courbe. Donc nous, on disait, les glaciers, c'est un petit peu comme aussi ce qu'on appelle des espèces parapluies à l'UICN. C'est qu'en fait, si on cible la protection des glaciers, et donc si on cible la lutte contre le changement climatique, on va pouvoir indirectement sauver plein d'autres espèces qui sont sous le parapluie, comme l'ours polaire, comme les massifs coralliens et comme l'Homo sapiens peut-être. Mais tout ça pour dire que lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment nous donner à nous, hommes, et donner aux écosystèmes et à la nature beaucoup plus de chances de rester comme elle est aujourd'hui. Sinon, on va vers des changements cataclysmiques chez des écosystèmes et des sociétés. Donc maintenant qu'on sait qu'on doit limiter les émissions de GES, comment on fait pour aller plus vite? C'était la dernière question qu'on posait dans ce papier. Je vous ai juste mis à droite Aster, pour lequel je travaille, le conservatoire. Vous voyez, le logo, c'est un JPAET. J'ai mis à droite aussi le WWF qui est avec le logo du panda. En fait, on a besoin comme ça pour aller plus loin dans l'engagement, des fois, ce qu'on appelle des espèces porte-drapeaux. Donc le JPAET, le panda et les glaciers. Moi, je suis persuadé que c'est une formidable espèce porte-drapeau. Donc c'est pour ça que je vous remercie d'être là pour écouter ce soir et de m'avoir écouté. Mais utilisons encore plus, mais c'est déjà beaucoup le cas, dès qu'on parle climat, les gens dans leur tête, maintenant je crois qu'il y a un petit logo de glacier qui apparaît, une photo de glacier qui apparaît dans la tête. Utilisons encore plus. Même les présidents de la République en France utilisent maintenant les glaciers pour parler de la lutte contre le changement climatique. Seulement, il y a un immense décalage entre cette prise de conscience et la vraie lutte concrète contre le changement climatique. Et pour rappel, l'État français, comme l'État suisse, si je ne vous dis pas de bêtises, en tout cas l'État français c'est sûr, ne respecte pas ses engagements climatiques qu'il a pris à Paris. Donc face à ça, nous on dit qu'il faut vraiment que les glaciers deviennent vraiment porte-drapeau de cette lutte contre le changement climatique. Et je vous donne juste 2 exemples. En haut à droite, c'est l'affaire du siècle en France. On est dans un pays où malheureusement les citoyens ne peuvent pas modifier la Constitution comme en Suisse.
Donc, quand on n'est pas content que le gouvernement ou que l'État ne respecte pas les lois sur le climat, ben, on l'attaque en justice. C'est un peu dommage et c'est beaucoup plus conflictuel, mais les glaciers étaient notamment beaucoup cités dans l'affaire du siècle, qui a été gagnée, je le rappelle, par les citoyens contre l'État. Donc, le juge a obligé l'État à respecter et accélérer sur les engagements climatiques. Et puis, bah, à droite, c'est un cas pour la mer de glace, c'est qu'on essaie de trouver d'autres moyens de donner du droit dans la législation aux glaciers pour les protéger par le droit. Et puis en dessous, en bas, c'est la pratique pour les glaciers sur lesquels on va voter, je crois que ce sera en 2022 ou 2023, hein. Mais ce qui montre à quel point les citoyens, ils ont utilisé les glaciers comme outil de sensibilisation, mais en plus de ça, encore plus loin maintenant, comme levier d'action pour pousser en Suisse à avoir une politique beaucoup plus raisonnable par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. En tant que glaciologue et citoyen, je trouve ça juste extraordinairement positif, hein. Donc voilà, on va avoir des super débats en Suisse dans les prochains mois et dans les prochaines années autour de cette initiative pour les glaciers, et je me réjouis en tout cas d'écouter tout ça, moi. Mais en tout cas, voilà, les glaciers peuvent vraiment être utilisés comme levier d'action pour pousser et accélérer toutes les choses. Il me reste juste 5 minutes, je suis un tout petit peu dépassé, mais la suite, parce qu'il y a des nouveaux projets, et puis l'idée, c'est de continuer un peu ce combat, à la fois scientifique, de conservation de la nature et de citoyens. Et je suis en train enfin, j'ai monté un nouveau projet qui s'appelle Ice and Life. Et c'est de nous un petit peu comme celui sur les glaciers du patrimoine mondial, qui est vraiment l'interface entre le monde scientifique. Et vous voyez à droite qu'il y a des top chercheurs et des top labos de recherche, hein. On est au tout début du projet, mais qui sont hyper contents de rejoindre ce type de projet. Et encore une fois, le monde de la conservation de la nature avec l'UCN et Aster. Et là, l'idée, c'est vraiment de mêler, une fois de plus, le top de la connaissance scientifique et les priorités de conservation et de mieux protéger les glaciers et puis les secteurs qui se forment après les glaciers. Et l'idée d'Ice and Life, c'est qu'en fait, regardez cette image, là, je vous ai mis le glacier de Bionasset qui est dans le massif du Mont Blanc. Le sommet du Mont Blanc serait juste à gauche, si vous voulez. Évidemment, les glaciers disparaissent, donc on a ce glacier de Bionasset là, qui va peu à peu disparaître, mais à mesure qu'ils disparaissent, en fait, on a plein de nouveaux écosystèmes qui se forment. Et ces nouveaux écosystèmes, en fait, ils ont un rôle fondamental à jouer dans les prochaines décennies. Regardez à droite, toute la partie en bas à droite où j'ai écrit Récentes Future des glaciers de Areas, c'est toute une nouvelle forêt qui a moins de 150 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forêt qui va être une nouvelle zone de refuge pour la biodiversité, et c'est aussi une nouvelle zone mondiale de stockage et de pompage du carbone. Le lac qui est au milieu de l'image, c'est 2006, c'est un nouveau lieu de stockage de l'eau, c'est un nouveau refuge pour la biodiversité. Et donc, le projet Ice and Life, c'est vraiment de montrer le lien entre les glaciers et ce qui se passe après les glaciers, ce qui se passe à l'aval des glaciers, et qu'en fait, là, est doublement connecté aux glaciers sur Terre, y compris quand ils disparaissent. Et donc, voilà les idées. C'est en gros, quoi qu'il arrive, on vit un shift écosystémique sans précédent dans les régions froides de la planète, que les conséquences, elles peuvent être très locales, comme ce que je vous montre sur cette image, mais aussi globales quand on parle du niveau marin et quand on parle du climat global. Et que préserver les glaciers et les secteurs désenglacés qui vont apparaître, dans ce contexte-là, en fait, ça va rendre la nature et les sociétés beaucoup plus résistantes et résilientes aux changements globaux qu'on vit, par rapport au climat, par rapport à la pollution, par rapport à tout ce que vous voulez. Et donc, les buts de Ice and Life, c'est améliorer la protection sur ces zones-là, que sont les glaciers et les secteurs récemment désenglacés, par de la connaissance, évidemment, interdisciplinaire, par de la communication scientifique et par, in fine, vraiment des lignes directrices pour pousser les décideurs politiques à protéger concrètement avec des aires de protection, hein, dans la loi, etc., ces secteurs-là. Donc, on est au tout début de l'histoire, mais je veux juste vous montrer deux directions que prend ce projet. Le premier, c'est une fois de plus avec les modèles de Matthias Huss qui sont incroyables à explorer. En fait, c'est d'anticiper la nature du futur. En fait, l'idée, c'est de dire, regardez, là, je vous ai mis les glaciers du massif du Mont Blanc. En jaune et en violet, c'est les extensions actuelles. En violet, c'est l'extension qui est prédite en 2100 avec un scénario de moyenne émission. Donc, vous voyez, quoi qu'il arrive dans le Mont Blanc, qui est le secteur le plus haut des Alpes, hein, avec un scénario à moyenne émission, là, tous les glaciers, on a à peu près 90% de la surface actuelle qui disparaît d'ici à 2100, avec un scénario à peu près neutre climatiquement, on va dire. Et puis, nous, l'idée, c'est qu'on veut montrer ça, on veut quantifier ça, évidemment, ce qui a déjà été beaucoup fait. Par contre, on veut montrer que les zones jaunes, là, elles ont un immense potentiel écologique, biologique pour la biodiversité, pour la biomasse, pour le stockage du carbone, pour le stockage de l'eau. En bleu, là, je vous ai mis les futurs lacs potentiels qui étaient modélisés. Donc là encore, c'est vraiment des modélisations plutôt très grossières à prendre avec des pincettes. L'idée, ce n'est pas de dire sur tel pixel, on est sûr qu'il y a un lac en 2049, mais c'est de dire, regardez, à mesure que les glaciers vont disparaître, on va avoir plein de lacs qui vont se former, parce que quand les glaciers disparaissent, les lacs se forment dans les cavités.
Protégeons ces lacs. En fait, c'est des ressources en eau clés demain pour l'eau, pour que nous, ou la nature, ou nos enfants puissent avoir accès à de l'eau douce en montagne. Voilà pour le premier projet. Et là, on est en train d'écrire un papier et de synthétiser pour la première fois ces données au niveau global pour les 200 000 glaciers qu'il y a sur Terre. Donc, j'espère que dans les prochains mois, on va publier, enfin, on va soumettre déjà et publier ce papier. Et puis, un autre sous-projet de ce projet SN Life, l'idée, c'est d'analyser aussi d'autres compartiments ou de zoomer sur des compartiments. Et là, c'est sur le compartiment lacustre. Le projet, il s'appelle GLALA, c'est Glacial Lakes in the Anthropocène. Et là l'idée, c'est la même chose, de se poser des questions sur ces nouveaux lacs. Donc, par exemple, regardez le glacier derrière ici de Bionasset. En 2006, il occupait toute la partie centrale et depuis 2006, il s'est formé un lac. En fait, l'idée, c'est de se poser 3 grandes questions. C'est combien, où et quand vont se former des lacs, quel volume d'eau ils vont stocker par rapport au volume glaciaire initial, etc. Deuxièmement, est-ce que c'est là qu'ils ont des fonctionnements particuliers? Évidemment, oui, parce qu'ils sont alimentés par les glaciers, parce qu'ils ont une couleur différente, etc. Mais de mieux comprendre ça. Et dernièrement, comment la vie elle arrive dans ces lacs. Je vous ai juste mis 4 exemples en dessous de traces de vie de ce lac de Bionasset qui est né en 2006. Hein. Donc, ce lac, il a 14 ans. En fait, on a déjà des algues, on a déjà plein d'insectes dedans. Donc, en 14 ans, dans un milieu qui est hyper hostile, hein, parce qu'un lac glaciaire, l'eau, elle est tout le temps inférieure à 4 degrés. Elle est hyper turbide, ça veut dire qu'il y a peu de lumière, donc peu de photosynthèse, etc. En fait, la vie, elle arrive très vite. Et donc, nous, on veut vraiment montrer ça et dire, mais protégeons plutôt que de mettre tout de suite des barrages, de mettre plein de choses, de détourner l'eau pour l'utiliser différemment. Protégeons ces lacs parce que c'est les réservoirs de biodiversité de demain. Pour une biodiversité qui est la biodiversité qu'on a sur les continents, qui est la plus impactée du monde. Donc voilà le projet SN Life. Et puis, l'idée, comme je disais, la deuxième étape, c'est de faire de la communication scientifique. Et la dernière, ce sera de proposer des guidelines ou un framework pour protéger ces espaces beaucoup mieux partout sur Terre. Et en fait, ça peut marcher. Et toute la zone qui est là derrière, donc là, c'est le lac de Bionasset, c'est le glacier de Bionasset, comme je vous le montre, avec ces arguments-là que j'ai développés l'année passée, l'État français, il a étendu la zone vers l'aval de protection et on a protégé ce secteur dans ce qu'on appelle maintenant l'APHN, c'est arrêté de protection d'habitat naturel du Mont Blanc. Donc en fait, ça peut marcher concrètement déjà avec aboutir déjà maintenant avec de la vraie protection forte. Et donc là, ça veut dire que sur ce secteur, il n'y aura pas de dégradation humaine profonde, quoi qu'il arrive dans les prochaines décennies. À moins qu'on déclasse le site, mais je pense que les scientifiques et des citoyens se battront contre. Donc voilà, ce projet, je suis au début, je cherche des financements aussi. Donc si jamais vous voulez participer ou vous connaissez des gens qui souhaitent financer des projets qui essaient de sauver les glaciers, n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi. Il y a la Fondation Kylian Jornet aussi, par exemple, qui fait de la communication scientifique pour protéger la haute montagne. On est en train de mettre en place un documentaire autour de ces thématiques. Donc voilà, c'est le tout début de l'histoire. J'arrive au dernier slide. Ce soir, je vous ai présenté beaucoup de choses qui sont publiques, hein, à part peut-être les derniers résultats nouveaux là, à la fin, mais c'est un petit peu comme si on avait balayé un peu rapidement soit un rapport du GIEC, donc IPCC, soit aussi un rapport de l'IPBES, mais on a fait plutôt un zoom ce soir sur la thématique climat. J'aurais pu aussi vous parler plein de choses sur la biodiversité. En gros, là, vous avez compris que j'ai un discours assez engagé, hein, mais qu'en fait, qui révèle aussi la position de plus en plus de scientifiques. Et, en gros, qui pousse aussi beaucoup de scientifiques à sortir de leurs réserves et à s'engager plus loin dans les débats sociétaux et dans plusieurs décisions, qui a poussé des scientifiques à écrire les 2 papiers que je vous ai mis là, qui sont les 2 avertissements des scientifiques à l'humanité sur des thématiques précises. C'est le premier, là, celui de 2017, c'est l'article scientifique le plus co-signé de l'histoire. Donc pour la première fois, il y a eu autant de scientifiques qui ont co-signé un papier pour alarmer sur l'urgence de l'état de la planète. On vit probablement la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. On est en train de détruire la Terre, la biosphère, tout ce que vous voulez, et on a très peu de temps pour réagir. Par contre, ce n'est pas trop tard pour réagir, et comme je vous montrais pour les glaciers, ok, on va en perdre une partie, mais on peut aussi surtout en sauver une immense partie. Donc, c'est maintenant que ça se joue. Ce que montrent les modèles, typiquement pour les glaciers, c'est que ça se joue dans les 20 prochaines années. Après, il sera trop tard. On aura probablement passé des seuils de réchauffement qui feront que, quoi qu'il arrive, en fait, énormément de masses glaciaires, y compris dans les calottes polaires, seront trop basses et fondront quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que je me bats, moi, et que de plus en plus de gens se battent pour le dire, en fait. Et donc, voilà, j'ai mis c'est juste ce que disent ces grands scientifiques. L'homme est entré en collision avec la nature, notamment à l'ère industrielle. Et on est en train de détruire notre seule maison. Hein. C'est complètement illusoire d'aller vers d'autres planètes. Notre seule maison, c'est la Terre. Il y a une urgence absolue à agir.
c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, il n'est pas trop tard, comme je disais, mais ça implique des changements fondamentaux en fait, à notre manière de vivre sur Terre et au rapport homme-nature. Il faut développer un modèle beaucoup plus durable et on n'a pas le choix que de sortir du business as usual. Hein. Et si on n'en sort pas dans les 20 prochaines années parce qu'on veut continuer à tirer sur la corde, comme je dis, ce sera trop tard. Mais de toute manière, on changera après parce que c'est juste impossible à soutenir comme modèle. Donc voilà, à travers ces petits projets que j'ai menés, nous, on essaie vraiment de dire que dans cette optique-là, les glaciers, la conservation des glaciers, des espaces dans glaciers, ça doit à la fois être un objectif de protection et de conservation et un super levier d'action qui pousse à agir et c'est ce qu'on a besoin de faire. Et puis voilà, je finis juste sur on a besoin d'action à tous les niveaux, de tous les citoyens et de tout le monde. Donc voilà, je terminerai là-dessus et je vous remercie pour votre attention. J'ai dépassé un peu mon temps. Merci JB, merci beaucoup. C'était très complet, j'ai de nouveau appris plein de trucs. Je propose tout de suite de passer un peu à la discussion. Je ne sais pas s'il y a des questions directement, soit vous manifestez par des petits pouces en l'air ou je pense des petits pouces en l'air, ce sera l'idéal. Ou alors simplement dans le chat, mentionner que vous avez une question et ensuite d'y répondre. On peut lever la main aussi, je crois, sauf erreur en bas à droite. Vous levez la main. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour commencer? Si ce n'est pas le cas, moi j'ai une question. C'est peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, tu as évoqué tout au début dans l'introduction, finalement, l'impact ou le lien direct qu'il y a entre glacier et production sédimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'impact que ça peut avoir sur la chaîne de production et de déplacement des sédiments, cette accélération de la fonte des glaciers? Finalement, il y a plus de production au début, mais est-ce que ces masses de sédiments vont finalement s'arrêter là ou vont aussi, s'il y a plus d'eau, continuer leur chemin plus en aval? Est-ce que tu peux nous... Ouais. Et peut-être aussi, encore, si je peux encore demander, l'impact économique que ça peut avoir. Tu as aussi évoqué l'hydroélectricité, donc aussi par rapport à ces sédiments. Je ne suis pas du tout spécialisé de la question. Une fois que les glaciers se retirent, on a toujours ce qu'on appelle en géomorphologie une crise morphogénique. Enfin, c'est un terme un peu de... En gros, si vous voulez, on a beaucoup de sédiments fins, beaucoup de sédiments tout court qui ont été produits par glaciers et qui sont juste abandonnés sur place. Par exemple, là, si on zoome, c'est quoi, ces glaciers d'Orny, sauf erreur. Si on zoome, on a juste plein de sédiments qui ont été abandonnés par glaciers qui sont disponibles. Puis des fois, quand on a un gros orage ou quand on a un gros apport d'eau depuis l'amont, on peut avoir des gros charriages de ces sédiments et des gros déplacements de ces sédiments. Et là, on voit par exemple sur Orny qu'on a eu ce qu'on appelle des laves torrentielles, donc des coulées où d'un coup, on a beaucoup d'eau qui arrive sur notre secteur et qui emporte des sédiments. Donc évidemment, des prises glaciaires partout sur Terre, une augmentation du risque, du danger naturel, lié justement à ce transfert sédimentaire, lié à la rupture de poches d'eau. Comme je vous ai dit, beaucoup de lacs se forment à mesure que les glaciers disparaissent. Si ces lacs ne sont pas très bien consolidés, c'est là qu'ils peuvent aussi se purger complètement et générer des grands tsunamis à l'aval. Donc je pense que c'est assez important de tenir compte de cette approche du danger naturel et des flux sédimentaires. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit l'entrée numéro 1 pour parler des glaciers. Je crois qu'il y a des trucs malheureusement encore plus graves et encore plus importants. Donc globalement, pour répondre à ta question, quand les glaciers disparaissent, à court terme, on a plus de sédiments dans les systèmes. Donc par exemple, les barrages peuvent se remplir plus vite. Si on n'avait pas mis plein de barrages entre les glaciers et le lac Léman, enfin plein de stocks, peut-être que le lac Léman, le delta avancerait un peu plus vite, prograderait un peu plus vite dans le Léman et ainsi de suite. Par contre, dès que la végétation arrive dans le système et dès que voilà, par exemple, si je vous montre le glacier d'Argentière, ici dans le massif du Mont-Blanc, en rouge, c'est les limites de 1850. On voit que justement, Moi, tout le secteur... personnellement, je ne vois pas ce que tu pardon, partages. Je ne sais pas, peut-être c'est chez moi, mais du coup, je vais vous montrer Google Earth. est-ce que Corentin, tu vois, toi? Attends, je vais repartager juste sur... Ouais, désolé, j'ai cru que j'aurais dû vous demander si vous voyez... Voilà, vous voyez Google Earth, je pense.
Pas encore pour moi. Alors, pas encore, ouais. Là, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est la marge du glacier d'Argentière en France, dans la vallée de Chamonix. La ligne rouge, là, c'est 1850, c'est la position du glacier. Vous voyez en 170 ans, vu qu'on est en basse altitude, la végétation elle est venue très vite, donc elle a consolidé les sédiments, et en fait là pour le coup la production sédimentaire elle est minime. Par contre dans la partie qui vient d'être désenglacée en amont sur la partie droite, là on voit qu'on a beaucoup de sédiments qui sont charriés, qui sont redistribués vers la vallée. Donc c'est à court terme je dirais beaucoup plus de flux sédimentaires et d'érosion, etc. À moyen terme et à long terme justement moins. Sur les enjeux économiques, je ne suis pas du tout spécialiste des questions. Le comblement des barrages, c'est un immense enjeu pour les barragistes, hein, parce que pour avoir des bons bains, il faut beaucoup d'eau. Donc, le plus on a de sédiments qui rentrent et qui empêchent d'avoir beaucoup d'eau à turbiner, le moins c'est bon. On voit par exemple les grands barrages valaisans, vous voyez la couleur, hein, de nouveau, c'est de l'eau avec beaucoup de farine glaciaire, donc c'est de l'eau d'origine glaciaire. Évidemment, il y a beaucoup de sédimentation, donc je sais que les barragistes, ils essayent via différents moyens. Il y a certains barrages où, par exemple, on vide complètement le barrage et on va chercher les sédiments à la pelleteuse mécanique au fond. Il y a d'autres barrages où, en gros, on tire un peu la chasse d'eau, entre guillemets, pour évacuer les sédiments. Il y a différentes méthodes. Évidemment, il y a des gros coûts liés à ces sédiments, ne serait-ce que pour les barrages. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Par contre, les coûts de la fonte des glaciers sur Terre, je n'ai jamais vu aucun chiffre nulle part qui a été calculé. Mais si vous pensez aux services écosystémiques qui délivrent, comme par exemple stabiliser le niveau des côtes sur Terre, etc., ce serait un chiffre qui dépasserait l'entendement. Hein. C'est des milliards, je ne sais pas. Voilà. Donc, mais je n'ai jamais vu aucun chiffre qui quantifiait les services écosystémiques délivrés par les glaciers au niveau global. Bon, je vous ai tous assommés ce soir. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Bonjour, je ne sais pas si je vais poser ma question qui est un peu farfelue. Je vois qu'il y a de plus en plus de stations de ski qui exploitent de plus en plus les glaciers. Typiquement, Zermatt en fait partie, Tignes, etc. Est-ce qu'il est prévu d'avoir une espèce de compensation glacier pour ces stations qui exploitent les glaciers? Notamment, est-ce que typiquement, je ne sais pas, il y a des études sérieuses qui ont été portées pour peut-être rajouter de l'eau en plein hiver sur les glaciers pour que ça rajoute de la glace de la masse sur ces glaciers? Alors, je ne connais pas de projet en lien direct avec une station. Par contre, il y a un gros projet qui est en cours de développement au glacier de Morteratsch, dans les Grisons, de mettre des enneigeurs artificiels, donc de mettre des canons à neige dans la partie centrale du glacier, de manière à le gonfler, entre guillemets, dans sa partie centrale. Tiens, c'est ce glacier qui est là, sauf erreur. Donc ici, ils auraient l'idée de détourner de l'eau et de canonner la partie centrale. C'est un ingénieur de l'université de Lucerne qui est en train de développer ça. Personnellement, je suis à 1000% contre ce projet, mais je ne maîtrise pas les aspects techniques. Par contre, je pense que les glaciers n'ont pas besoin de nous pour aller mieux. Ils ont besoin de nous qu'on fasse moins de bêtises, à savoir qu'on détruise moins qu'on les détruise moins indirectement via le climat notamment, et qu'on les détruise pas à la pelleteuse par ailleurs pour des domaines skiables ou des mines d'or, comme c'est le cas dans certaines régions du monde. Par contre, la solution, je ne pense pas qu'elle puisse être vraiment technologique, sous forme de canons à neige, de bâches ou pas. Pour moi, c'est un non-sens. C'est juste limiter un peu plus encore la naturalité de notre système, et pas se rendre compte qu'en fait, c'est en ayant voulu complètement maîtriser tous les aspects de la nature, en détournant tout ce qu'on veut, qu'on en est venu à cette situation. Et je crois que si l'avenir de ce glacier, par exemple, c'est de détourner l'eau de fond pour la recracher sous forme de neige artificiellement sur la partie amont, je trouve ça assez, c'est Sisyphe, hein, ubuesque, quoi. C'est sans queue ni tête, moi, je crois. Hein. Malgré tout, c'est ça qui m'épate le plus, c'est qu'ils ont trouvé sans problème des dizaines de millions de francs suisses pour financer le projet. Donc, je pense que ça intéresse beaucoup de monde, à part moi, peut-être. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut au contraire repenser le rapport à la nature. Et voilà, des solutions technologiques de géo-ingénierie, quelle qu'elle soit, je n'y crois pas du tout, au contraire.
Je crois que ce que nous disent les glaciers, s'ils nous disent quelque chose. Je n'ai pas la prétention de parler le langage des glaciers, mais je crois que ce que nous dit la nature, elle est dans un tel état mauvais sur Terre en 2021, c'est que plutôt il faut arrêter cette folie de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout artificialiser sur Terre. Voilà. Mais juste pour revenir à votre question centrale sur le lien station de ski glacier, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu de mesure compensatoire d'une station de ski sur un glacier. Par contre, j'ai vu des stations de ski, typiquement, je n'ai pas vu canonner, mais j'ai vu mettre des bâches pour garantir l'enneigement artificiel. En Autriche, il y a un glacier qui avait fait beaucoup de bruit, il y a une station qui détruisait une partie du glacier à la pelleteuse il y a 2 ans. Je pense que ça devrait juste être totalement interdit. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire ça, mais voilà. Il y a des enjeux économiques énormes. Et la nature qui n'a pas de moyen de faire du lobbying en direct, à part via les chercheurs ou via des citoyens, malheureusement, des fois, elle est complètement détruite avant même qu'on ait pu dire qu'on n'était pas d'accord. Je vois des questions sur le chat. Si jamais tu parlais d'hydroélectricité. Je te laisse peut-être les prendre dans l'ordre. Ouais, tu parlais d'hydroélectricité sur Trait-la-Tête. À partir de quelle limite l'intervention a-t-elle un impact sur la préservation du glacier? La meilleure action n'est-elle pas de laisser tranquille le glacier? Moi, je travaille en partie grâce aussi à l'hydroélectricité, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le suivi Trait-la-Tête, il est financé grâce à EDF, et sans EDF, on n'arrive pas à avoir de l'argent public ou privé pour acquérir de la connaissance sur les glaciers. Donc ça, je vous dis juste, c'est des dizaines ou des centaines d'heures de bénévolat, une partie de ce que je vous ai montré là ce soir, et on n'arrive pas à avoir des financements juste pour quantifier la fonte des glaciers et dire à l'humanité combien il reste de masse de glace. C'est assez fou. Donc je travaille en partie avec l'hydroélectricité, puis on est là aussi pour les renseigner évidemment sur la longévité de leurs ressources, qu'est la masse d'eau sous forme de glace. Évidemment, par rapport à l'avenir, je ne suis pas pour mettre des barrages devant tous les glaciers qui vont disparaître pour dire au moins on pourra gagner de l'énergie sur ces territoires qui vont être désenglacés dans les prochaines décennies. Peut-être de mettre quelques très gros barrages aux très bons endroits. Il y a des chercheurs, et notamment Mathias aussi, qui travaillent là-dessus pour modéliser les meilleurs endroits où, en mettant juste que quelques dizaines ou centaines de barrages sur Terre, on arriverait vraiment à produire énormément d'énergie. Pourquoi pas? Mais je pense que ça mérite vraiment des débats de société. Par contre, mettre plein de barrages partout, moi, je suis complètement contre. Et au contraire, je vous montre le dernier projet que je montre qu'à Ice and Life, qui est justement, ça rejoint ce que tu dis, laissons tranquilles les glaciers et protégeons de manière forte les glaciers actuels. Et comme on a dit, si les aires de protection, elles ne servent pas à les défendre en direct, en fait, elles vont servir aussi à défendre la nature du futur qui va se former après les glaciers. Donc, grâce à l'aire de protection qu'on a créée dans le Mont Blanc l'année passée, en fait, on a protégé les forêts de 2050. On a protégé. Et je suis content, moi, quand j'aurai des enfants, je leur dirai ça. Je leur dirai, voilà, on a protégé en pensant à vous, à demain, en anticipant déjà la fonte des glaciers, mais le plus on protégeait le glacier, le plus on protégeait de nature dans le futur. Et puis la deuxième question de Martin, que je salue au passage, quel est l'avis d'EDF sur ces questions environnementales? Quelle est la place de la recherche? Je n'ai pas parlé en partie. Ils ont un intérêt à changer leur fusil d'épaule. Je ne vais pas trop m'étendre sur EDF ou sur Alpic ou sur n'importe qui. C'est des opérateurs qui sont très utiles dans la société dans le contexte actuel. L'hydroélectricité, c'est une des énergies qui est dite renouvelable. Évidemment, on a un gros enjeu avec la transition énergétique d'avoir de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc, pourquoi pas en partie via des barrages, mais je crois qu'il y a beaucoup d'impacts environnementaux avec les barrages, qu'on oublie parfois aussi. Je pense que ça mérite des vrais débats sociaux, moi. Mais évidemment, il faut une transition énergétique. Pas Corentin qui nous dira le contraire. Mais je crois qu'un des messages clés aussi des glaciers, de ce que je vous montre de projection climatique, c'est qu'il faut apprendre à vivre différemment et en consommant beaucoup moins d'énergie sur Terre. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut plutôt freiner tout. Et voilà. Et la politique de la recherche dans l'entreprise et dans ces entreprises, elle est plutôt importante en général. Ils sont très intéressés, en tout cas moi, ils sont très intéressés par ce que je vous présente ce soir. Ou parce que modélisent les glaciologues, soit ils passent des commandes, soit ils entrent en contact, soit eux-mêmes ils engagent des spécialistes sur ces questions pour modéliser, anticiper et savoir comment leur ressource stratégique va évoluer à l'avenir. Marie, on parle au Pakistan. Est-ce qu'un tel dérèglement... Ouais. Alors, je ne suis pas climatologue, donc par rapport à la dérégulation du Gulf Stream et des courants et du climat en Europe, je n'ai pas beaucoup d'éléments à part ce que je vous ai donné là.
La situation au Pakistan elle est vraiment très inquiétante parce que, comme je vous ai dit, quand vous vous souvenez de cette image-là de l'Indus vue du ciel, du bassin de l'Indus, en fait, les gens vivent tous dans la vallée qui est irriguée une immense partie du temps grâce à l'eau des glaciers et de la neige. Donc, si on enlève ça en amont, le système de vie de ces gens-là, l'eau potable, comme je disais, l'irrigation, donc ce qu'ils mangent, l'hydroélectricité, il y a beaucoup de barrages là-bas aussi, enfin, plein de services écosystémiques. Si on enlève les glaciers en fait le cas, le système va péricliter. Seulement, en amont, on a des très grands glaciers là-bas, donc ils n'ont pas encore atteint leur pic de fonte. C'est aussi très sournois, ça, on va dire, de la part des glaciers par rapport aux hommes. En fait, là, je vous ai mis le glacier de Morteratsch devant les yeux, les gros glaciers de l'Engadine, par exemple. En fait, ces grands glaciers, à mesure qu'ils fondent, ils produisent énormément d'eau. Donc, quand on est à l'aval, on se dit, bah, c'est pas grave, on nous tartine que les glaciers fondent, on nous saoule dans tous les journaux avec ça, mais regardez, on a plein d'eau, on n'a pas de problème de déficit d'eau. Et en fait, enfin, j'exagère, c'est pas du jour au lendemain, mais on appelle une période qu'on appelle le peak water, un pic d'eau qui est lié à la fonte des glaciers. Et par exemple, en Himalaya, il n'a pas du tout encore été atteint. Donc là, pour l'instant, les Pakistanais et les Indiens se disent, bah, regardez, évidemment, on voit que les glaciers fondent en amont, mais on a plein d'eau. On peut faire plein de barrages, on peut turbiner, enfin, on peut faire plein d'irrigations. Le problème, c'est le système après les glaciers. Et là, pour le coup, en général, ces sociétés à l'aval qui ont vécu dans l'opulence de l'eau pendant des décennies quand les glaciers étaient en train de fondre, et d'un coup, quand il n'y a plus de glaciers, n'ont pas du tout anticipé, ne se sont pas adaptés au fait qu'il n'y ait plus de. Donc, il y a beaucoup de sonnettes d'alarme qui sont tirées à l'heure actuelle, et notamment beaucoup autour de l'Asie et des glaciers, typiquement au Pakistan, dans les régions très sèches, en leur disant, mais même si vous avez beaucoup d'eau à court terme, liée à la fonte des glaciers, anticipez, parce que votre modèle-là, il ne pourra pas subsister à l'avenir, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, on n'en est pas là dans les Alpes parce que on n'en est pas là parce que, enfin, on n'en est pas là parce que tout simplement, on ne dépend pas autant de la ressource en eau blanche, on va dire ça comme ça, en eau des glaciers, en eau de la neige, que la plaine de l'Indus. En fait, la plaine de l'Indus, c'est au milieu du désert. Si on enlève l'Himalaya et le blanc de la neige et des glaciers en haut, on a du désert partout. Nous, dans les Alpes, on est dans un système qui est beaucoup plus tempéré, avec des températures de l'air plus clémentes, avec d'autres stocks d'eau. Donc, le plus on a plein de stocks d'eau, le moins on va souffrir de la fonte des glaciers. Mais c'est aussi pour ça que je vous dis de protéger les zones devant le glacier, ou une fois que le glacier s'est retiré, de protéger les forêts qui vont pomper de l'eau et redistribuer de l'eau à différentes périodes, de protéger les nouveaux lacs qui se forment et de protéger les zones humides qui se forment dans ces secteurs et de protéger tout court les lacs et les zones humides en montagne. C'est une bonne idée. C'est ceux qui vont compléter la disparition, enfin compléter. En tout cas, ce sera un petit palliatif à l'eau qui va disparaître avec les glaciers dans les prochaines décennies. Léa avait une question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question un peu plus spécifique par rapport aux différents types de glaciers, puis les différents retraits, fontes qu'ils auraient par rapport au réchauffement climatique. Enfin, vous avez montré, par exemple, entre la couverture manique, entre les glaciers rocheux et les glaciers blancs, enfin, les différences et comment ils fondent. Est-ce que vous avez aussi montré, par exemple, l'exemple du glacier de Saint-Fleuron, qui est un glacier de plateau, donc qui s'écoule un peu dans tous les sens et qui a du coup plus de zones d'accumulation. Est-ce qu'il y a des études actuellement ou des choses qui montrent, par exemple, entre des glaciers de plateau, des glaciers de vallée ou des glaciers de calotte? Enfin, je ne sais pas comment formuler, mais est-ce qu'il y aurait des études qui montraient si certains fondent plus rapidement ou ont des retraits glaciaires plus... Bien sûr, ouais. Bah, typiquement, Mathias Huss, dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, et en fait qui produit parmi les meilleures modélisations, bah, dans ces modèles, il va tenir en compte de chaque condition topoclimatique unique de chaque glacier. Donc, il va différencier les glaciers, comme tu dis, de plateau, des glaciers qui sont... Par contre, à l'heure actuelle sur Terre, les glaciers qui sont couverts de débris ou les bandes de débris, par exemple là sur Morteratsch, vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont complètement couverts de sédiments, sont très peu considérés dans les modèles globaux. Donc, pour l'instant, on n'arrive pas à modéliser ça, c'est trop compliqué comme processus, donc ça sera un enjeu à l'avenir. Mais évidemment, les modélisations qui sont produites à une échelle très locale comme à des échelles plus globales, elles essayent vraiment de tenir le plus possible en compte des conditions topoclimatiques de chaque glacier, des conditions, et donc d'anticiper. Donc voilà, elles tiennent vraiment en compte de ce que tu dis des différents types de glaciers. Si maintenant, moi, j'étais un glacier demain, lequel je voudrais être pour vivre le plus longtemps, je dirais un glacier rocheux où il y avait plein de sédiments partout, ou un glacier noir qui est pas très gros, mais qui est dans une cuvette super bien ombragée, super bien alimentée par les avalanches. En gros, si tu veux, c'est des glaciers qui aujourd'hui représentent un stock de glace et d'eau minime, mais par contre, comme je disais, ils sont beaucoup plus résilients, et à mesure que les grands glaciers blancs vont disparaître,
mais en fait, il va nous rester presque plus que des petits glaciers dans des niches topographiques bien préservées par exemple du rayonnement solaire direct par des effets d'ombrage, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Santé tout le monde, on m'a apporté une bière. Donc j'ai une nouvelle question de Camille. En termes de glacier pilote, sur lequel l'impact de l'évolution du glacier sur les débits des rivières alpines est comme étude du pic-water dans les Alpes, la différence entre les Alpes suisses et françaises. Il y a plein de glaciers qui sont étudiés à fond pour l'hydrologie. Donc il y a plein de glaciers où il y a plein de capteurs d'eau à l'aval directement qui connectent. Voilà, donc c'est vraiment. Les glaciologues beaucoup sont aussi hydrologues, ou des hydrologues travaillent directement en lien avec des glaciologues. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper et de voir les conséquences de la fonte des glaciers sur les débits des rivières, sur la disponibilité d'eau dans le temps et l'espace à l'aval. Et par rapport au pic-water dans les Alpes, en fait, le pic-water, on est en plein dedans, ou alors on est déjà passé. Ça encore, c'est les modèles de Mathias qui le montrent. C'est d'anticiper quel sera le volume d'eau produit demain, et en fait, on est en train de connaître la décrue en fait, de nos rivières layées, justement. En fait, dans les dernières décennies, on a eu les petits qui ont fondu vite, et on a eu les gros glaciers qui ont enclenché beaucoup, on va dire, où la fonte s'est intensifiée, les gros glaciers. Et donc, on était en plein dans le pic-water dans les années 90, les années 2000, et aujourd'hui, depuis les années 2010-2020, on descend le pic-water. Ça veut dire que d'année en année, à l'échelle des Alpes, le volume d'eau fondue, enfin l'eau produite par les glaciers, va diminuer. Donc, assez vite, on va avoir les conséquences. Voilà. Et puis, la différence entre les Alpes françaises et les Alpes suisses, les deux sont aussi belles. Je dirais que les Alpes françaises, le massif du Mont-Blanc, par exemple, il a la chance topographiquement d'être hyper bien arrosé. C'est vraiment les premières grandes barrières. Le massif du Mont-Blanc côté français, c'est vraiment les premières grandes barrières pour les grandes dépressions de l'Ouest. Et donc, on a des très grands glaciers parce qu'on est dans le secteur le plus haut des Alpes, mais aussi parce que on a comme ça vraiment un climat où les masses très humides viennent taper contre le Mont-Blanc et produire beaucoup de neige. Et à l'inverse, par exemple, si tu connais bien le Valais central, par exemple, là, pour le coup, on a des régions qui sont hyper sèches, et où là, les glaciers, on est très haut en altitude, il devrait y avoir beaucoup de glaciers et encore plus grands. Mais en fait, les glaciers sont relativement de taille limitée en Valais, même s'il y a des très grands glaciers, notamment à Etsch. Mais il devrait y avoir, si on a les mêmes conditions climatiques que dans le Mont-Blanc, il devrait y avoir beaucoup de plus grands glaciers dans le Valais, par exemple. Corentin qui avait une question. Oui, j'ai une question peut-être un peu moins sérieuse, mais ça porte sur Mars, parce que tu as montré des images avant. J'ai une pote qui est prof qui a eu cette question en classe, et elle n'a pas su expliquer, du coup elle m'a posé la question. Parce qu'apparemment, il y a eu des traces de delta sur Mars. Ouais. Donc là aussi, on voit avec la photo que tu montrais, on pourrait presque deviner une moraine, on a l'impression. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Ou en tout cas des marges glaciaires. Et donc, en fait, avec l'étude du relief, la géomorphologie, on arrive à déterminer s'il y a eu une histoire glaciaire sur Mars maintenant à l'aide de photos. Oui, c'est ça. Hein. Si tu veux, moi, il y a des collègues géomorphologues ou glaciologues qui, leur job, c'était d'étudier des images de Mars et de d'autres planètes, pas que de Mars. Hein. Et en fait, c'est ce qu'on appelle oh, j'ai perdu le nom. Bref, en gros, vu qu'on a la morphologie, donc nous, on a la géomorphologie sur Terre, donc il faut imaginer toutes les formes du relief. Là, si on mettait par exemple tout en noir et blanc et puis qu'on regardait que les formes du relief, c'est un petit peu les mêmes images qu'on a. C'est de la marsomorphologie, c'est pas de la géomorphologie. Exomorphologie. Exomorphologie, exactement. Et en fait, il y a des géomorphologues qui bossent vraiment là-dessus. Et en fait, leur but, c'est de trouver des analogues. Voilà, c'est ça le terme. En fait, de regarder des formes qu'on a sur Terre, quel processus l'a formé. Et du coup, quand on regarde les images de Mars ou de d'autres planètes, qu'est-ce qui pourrait former quel processus était à l'œuvre pour arriver à ces formes à la fin. Et donc, dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, c'est grâce à ça, des images un peu de meilleure définition de Mars, qui a des glaciers encore sur. Alors, je ne sais pas comment, mais ils ont calculé que la glace, elle avait 4 millions d'années, qu'elle était très ancienne, et voilà. Et puis, donc, les premiers
personnes qui ont apporté des preuves, c'était vraiment des géomorphologues et des gens qui étudient les glaciers rocheux sur Terre et qui comparaient avec sur Mars et qui disaient, on a exactement les mêmes formes, c'est la même chose. Et puis, moi, pendant ma thèse, là, en 2012-2013, quand il y a eu des encore meilleures photos, là, ils ont vu, comme tu dis, des deltas et des traces d'écoulement, même d'eau sous forme liquide, sauf erreur. Ou alors des composés gazeux, je ne sais plus exactement, mais et donc là encore, c'était des géomorphologues qui analysaient les deltas, les coulées torrentielles, la solidification, des processus qu'on va trouver sur Terre et qu'on va comme ça voir dans les autres planètes. Et grâce à ça, on reconstitue l'histoire où on arrive à comprendre un peu ce qui s'y passe. Ok, merci pour ta réponse. Bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions? Moi, j'ai une dernière question, en tout cas, par rapport aux refuges glaciaires qu'on pourrait avoir, parce que le but, comme tu dis, c'est de conserver. Il y a aussi de fortes chances qu'on n'arrive pas ou pas du tout, malheureusement, à conserver ces glaciers ou ces parties de glaciers. Et ça m'a fait penser un peu à certaines images. Quand tu as montré certaines images, ça me faisait penser un peu à ce qu'on appelle les nunataks, donc ces espèces de refuges qui ont persisté. À l'inverse, donc quand il y a eu les grandes glaciations, il me semble que les nunataks, si je ne dis pas de bêtises, c'est des endroits qui ont été protégés, on va dire, de ces grandes glaciations. Puis est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un phénomène inverse où, qu'importe plus ou moins des conditions extrêmes, à part évidemment des conditions jurassiques ou comme ça, mais des endroits où en fait, malgré le changement radical des conditions, on aurait des refuges glaciaires. Donc pour les glaciers? Oui, pour on va dire des poches glaciaires, quoi, des embryons de glaciers. En fait, les nunataks, juste pour préciser, parce que je ne sais pas si tout le monde sait, c'est les secteurs de rochers qui émergent des grandes calottes glaciaires. Et comme disait Corentin, certaines de nos montagnes autour de chez nous, là, compris dans la région de Lausanne, les hautes montagnes, ils émergeaient de grands fleuves de glace à la dernière glaciation qui partait des Alpes. Et donc, les chercheurs ils ont montré que ces nunataks, ils ont un rôle important, notamment dans la préservation de la biodiversité des graines. Par exemple, il y a plein de graines qui vont s'accumuler là, et pendant le prochain interglaciaire, ils vont libérer plein de graines, et c'est le nouveau lieu d'où part la colonisation de l'épicéa, du mélèze, de tout ce que vous voulez. Ta question, elle est bonne sur est-ce qu'il n'y aurait pas l'inverse avec un climat qui devient vraiment très chaud? Écoute, si le climat devient vraiment très chaud, ça dépendra juste de l'intensité du réchauffement, mais la Terre, elle a déjà été complètement sans glacier. En fait, ce n'est pas vraiment un problème. Si c'était une dynamique naturelle, on pourrait dire on va vers ça. Et puis, par contre, si elle est sans glacier, il fait vraiment beaucoup, beaucoup plus chaud. Et puis, là, on va dire qu'il y aura en tout cas des glaciers pendant des millénaires sur Terre, ne serait-ce, enfin peut-être des millénaires, en tout cas, j'aurais tendance à dire beaucoup, beaucoup de siècles, ne serait-ce que par le temps d'inertie des glaciers qui mettent à fondre. Tu vois. Comme je vous disais, les glaciers, ce n'est pas comme un gros glaçon qui est sur notre table et parce qu'il fait chaud, ils font instantanément. Même un glaçon dans votre verre, il met du temps à fondre. Les glaciers, c'est des gigantesques blocs de glace et donc le temps de fonte, il est énorme. Hein. Et donc, on a des petits glaciers qui vont fondre très vite et qui vont répondre très rapidement au signal climatique. Et on a des grands glaciers comme le Groenland, là, je vous ai zoomé dessus, la grosse calotte du Groenland ou de l'Antarctique, où là, le temps de réponse est beaucoup plus long. Donc, en fait, il va y avoir des glaciers qui vont subsister d'une manière ou d'une autre dans les prochains siècles, quoi qu'il arrive. Tu vois. Ouais. Je vois une dernière question. Comment ces connaissances scientifiques pourraient être accessibles à tous? Pour sensibiliser, déjà, merci de m'inviter pour des conférences et merci vous à tous de prendre le temps un jeudi soir d'y assister. Moi, j'essaye hyper modestement avec mes tout petits moyens de faire des conférences, de faire un TEDx qui est maintenant sur Internet, de faire des documentaires. Mais voilà, des fois, ces conférences, elles sont enregistrées, donc elles sont disponibles en live. Voilà, mais en fait, il faut plein de gens qui se mobilisent partout. Donc moi, je fais ces conférences avec le public, par exemple, mais des fois aussi, c'est avec les décideurs politiques, où je vais rencontrer et puis leur expliquer la même chose en moins de temps, hein, parce que souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais d'essayer à terme de pousser à mieux protéger. Donc, mais on a besoin de tout le monde, hein, mais je pense que ça sera très intéressant en Suisse, les discussions par rapport à l'initiative sur les glaciers. Où là, je pense qu'il y aura
matériel de campagne de la part des initiateurs, des gens qui portent l'initiative, mais il y a un comité scientifique top du top, et notamment il y a Mathias Huss, encore une fois, dedans, et il y a beaucoup de top scientifiques qui sont dans le comité d'initiative pour protéger les glaciers en Suisse. Donc là, je pense qu'il y aura beaucoup de faits pour expliquer à tout le monde pourquoi un glacier c'est important, et même quand on vit à Lausanne ou à Paris ou à Pékin, de se rendre compte qu'en fait, sans le savoir, on vit complètement grâce aux glaciers sur Terre. Que l'air dont on respire, le climat dans lequel on vit et le niveau marin dans lequel on va en été se baigner parfois, il dépend complètement des glaciers. Hein. Donc, ce n'est pas que des petits points blancs loin dans nos paysages qui sont sympas à regarder quand il y a un coucher de soleil ou qui sont un délire de glaciologue. C'est fondamental pour les conditions de vie dans lesquelles notre espèce s'est développée. Merci, JB. Moi, j'ai encore une question pour rebondir par rapport à l'initiative des glaciers. Je ne connais pas exactement le texte de l'initiative, mais il me semble que l'objectif principal, c'est vraiment une réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2050, enfin une neutralité. C'est neutralité carbone 2050. Mais est-ce qu'il y a aussi des réflexions qui sont menées sur une meilleure protection directement des glaciers? Puis c'est aussi ce que tu as évoqué pendant la conf. Et certains des glaciers suisses sont dans des aires protégées, mais pas tous. Presque aucun. Et par contre, je ne suis pas du tout un expert de la législation suisse et je me souviens plus des cours de l'Alpe à l'Uni de Lausanne, mais je me demande si les glaciers sont protégés dans la loi en Suisse. En tout cas, en France, ils ne le sont pas du tout, par exemple, pour vous donner un exemple. Et pour revenir sur l'initiative pour les glaciers, tu as raison, c'est que, en gros, utiliser les glaciers comme objectif et comme levier d'action pour aller beaucoup plus fort sur le climat, mais il n'y a rien sur du local. En tout cas, je n'ai jamais rien vu en complément de l'initiative. Le texte vise une ambition climatique au niveau national, plus de la protection in situ de tous les glaciers. Donc, je n'ai jamais rien vu comme ça. Moi, c'est les conclusions que je veux. L'article que je vous ai montré sur un peu les glaciers et la nature du futur, là, sur tous les glaciers du monde, c'est la conclusion de l'article que j'aimerais rédiger. C'est en gros de demander à tous les États actuels de prendre les polygones de tous les glaciers tels qu'ils sont actuels. C'est des zones qui n'intéressent personne à l'heure actuelle. Hein. Dans 20 ans, ça intéressera les stations de ski, les barrages, tout ce que vous voulez. Mais le glacier à un temps T, ça n'intéresse personne. C'est pour ça que c'est du public partout. Moi, ce que je veux demander à la fin de cet article, c'est de demander, je demande l'impossible, hein, mais que tous les glaciers sur Terre soient classés en protection forte par des législations nationales. Les États n'auraient pas grand-chose à perdre à court terme à mettre tous les glaciers français ou tous les glaciers suisses en protection forte. Et comme je dirais, ça permettrait vraiment d'anticiper ce qui se passe après les glaciers. Je pense qu'on va bien rigoler, enfin les États vont rigoler quand ils vont voir ma proposition. Mais en tout cas, c'est vraiment le but, et j'espère le dire une fois de plus au nom de l'UICN. Je pense que ça donne vraiment du poids. Mais oui, voilà, il faut aller beaucoup plus fort sur le climat, et c'est la chose fondamentale numéro 1. Mais localement, il y a aussi des belles choses à dire et à faire. Et en fait, on peut tous, en tant que citoyens, comme je disais géographe ce soir, on peut faire plein de choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être? Sinon... moi, je n'avais pas de questions, mais je voulais juste te remercier, JB, pour la conférence. Ça fait un petit moment que je ne suis plus à l'Uni et que du coup, je n'ai plus l'occasion de suivre des cours de géo, et c'était vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup pour ça. Ça m'a fait plaisir de revoir quelques têtes connues aussi que je ne vois plus depuis un moment. Donc, merci aussi à Argile pour d'avoir organisé cette soirée. Merci beaucoup. Vivement la prochaine d'Argile, alors. Oui, vivement. Merci beaucoup pour la participation. Merci à tout le monde d'être venu, c'était super. Si ça vous intéresse, donc un dernier mot, et que vous n'êtes pas de l'Argile, vous pouvez nous envoyer votre mail pour qu'on vous tienne au courant s'il y a d'autres événements de ce type, info@argile.ch. Cyril, tu arrives à l'écrire dans le chat, s'il te plaît. Ça vous permettra d'être tenu au courant s'il y a des conférences de ce type, spécialement s'il y a particulièrement s'il y a des événements en ligne et que vous n'êtes pas sur Lausanne directement, ou bien voilà, ou consultez notre site internet aussi. Je remercie vraiment JB parce que tu as pris l'invitation très rapidement et chaleureusement, donc c'était vraiment un plaisir. Je rejoins Caroline sur le bon rafraîchissement qui fait plaisir. C'est toujours des trucs sympas à voir.
Et ouais, donc voilà, dernière fois, merci beaucoup. Je finis juste sur un truc. Je crois que moi, je suis fier d'être géographe et je suis content d'être là à Argile ce soir et de vous retrouver tous parce qu'on a passé des moments ensemble aussi. Mais je crois que les géographes, d'être géographe, ça nous a donné une culture générale des choses, en fait. On n'est pas des macro-spécialistes. Moi, je suis un très médiocre glaciologue et scientifique, hein. Je ne sais pas faire 3 équations, hein. Par contre, on a une vision systémique qui est rare, je pense, et qui est infiniment utile dans le monde contemporain. Et moi, comme je dis, hein, scientifiquement, je suis vraiment pas très bon. J'ai aucune peine à le dire. Par contre, Mathias Suss, qui est un des top glaciologues actuels, il aime bien quand je viens lui envoyer des mails et que je lui propose des idées parce qu'il dit je connais personne qui propose ces idées chez les glaciologues et qui sont tous hyper forts, hyper spécialistes, qui modélisent tout ce que vous voulez, mais qui n'ont pas cette vision systémique. Donc, ouais, ça vient de notre background à tous, je crois, et il faut qu'on en soit fiers. Et puis, je crois que c'est une vraie chance. Et c'est important dans le contexte contemporain. Voilà, c'était un plaidoyer pour la géographie au sens large. Non, merci. C'est beau d'avoir un étendard comme toi pour la géographie. On essaye d'en être un, mais c'est très juste ce que tu dis. Je partage aussi ce que tu dis. Je te remercie de le dire. Ça fait du bien à entendre. C'est pas forcément souvent que les géographes ont la chance d'être valorisés. Et puis là, avec un sujet comme ça, tu arrives à faire aussi une conférence qui est certes spécialisée, mais qui est systémique aussi. Ok, tout bon. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, à très bientôt, j'espère. JB aussi. Bien, dès que tu as le droit de passer la frontière. Ouais. Et puis, à bientôt. Courage et bonne chance pour la suite de tes projets. Ouais, et vous tous aussi, puis à bientôt.